C'est la 4K. La 4K. La 4K. La 4K, putain. C'est la 4K, putain. Eh oui, c'est encore la 4K. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire des vidéos où je montre ce que j'ai eu hors 4K. Je vais encore faire quelques critiques de films. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la priorité, c'est vraiment la 4K. J'essaye de rattraper un petit peu mon retard. Dès qu'on met le pied dedans, c'est l'engrenage. On découvre qu'il y a tel ou tel film qui a un meilleur master que ce qu'on avait et tout. Il y a certains films, je me retiens de les regarder parce que je sais que le 4K existe ou que le 4K est prévu et que je l'ai qu'en Blu-ray et que, bon, même si l'upgrade va pas être si grand que ça va me faire chier de le voir dans une un peu moins bonne qualité. Ça devient du pinaillage de perfectionniste, mais bon, voilà, une fois qu'on a mis le pied dedans, on a mis le pied dedans. Je ne vais pas répéter les mêmes choses que dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que j'en ai au moins autant à vous présenter que ce que je vous ai présenté la dernière fois. Des films que moi j'ai upgradé en 4K, qui selon moi valent l'upgrade, mais je sais que ça va être subjectif, parce que j'ai eu quelques retours et il y en a certains qui me disent « Ouais, moi déçu par celui-ci, par celui-ci ». Oui, après, voilà, c'est subjectif. Je pense qu'il ne faut pas acheter un film en 4K uniquement pour l'image. Ça ne m'arrivera pas, je pense, d'acheter un film en 4K juste parce qu'il a une belle image. Moi, j'achète en priorité des films que j'ai appréciés et que je sais que de toute façon, je vais les revoir. Et quitte à les revoir, autant les revoir dans une qualité inédite, avec un traitement plus respectueux de l'image. C'est surtout ça, c'est les films qui comptent le plus pour moi. J'essaye de les prendre, quitte à que ce soit pas une upgrade immense. Si je sens que ça va être le maximum qu'on peut en tirer de ce film en termes de qualité, bah oui, je suis tenté de prendre la 4K. Donc, voilà, ne me prenez pas au mot. Il y a des gens, je pense, qui vont se dire, par exemple, quand je conseille Dracula, il y a des gens qui vont être déçus par une telle image, qui vont se dire, ouais, c'est pas oufissime, hein, c'est moins beau que tel ou tel film. Oui, bah évidemment, il y a des films qui, de toute façon, on n'en tirera pas plus. Hein. On n'aura pas une image méga détaillée de tous les films qui existent. Le tout, c'est de réussir à avoir un scan le plus propre possible, avec une colorimétrie la plus adaptée au film. Et voilà, après, la compression fait que c'est propre sur un Blu-ray 4K, mais voilà, des fois, on peut pas beaucoup mieux. Après, je sais pas, peut-être qu'on arrivera à en tirer encore un peu plus à l'avenir, mais sans bidouiller le tout, ça me paraît un petit peu difficile. D'ailleurs, en parlant de bidouillage, j'aimerais juste faire une petite précision, parce que pareil, j'ai eu des questions là-dessus. Je pense que je me suis mal exprimé sur le HDR. Il y a certains d'entre vous qui pensent que le HDR, c'est un filtre qu'on met par-dessus l'image et qui peut dénaturer l'image, tout ça, voilà. Et je pense que je me suis mal expliqué parce que c'est pas du tout ça. Je voudrais pas qu'on pense que le HDR qu'il y a sur les Blu-ray 4K, c'est un bazar qu'on rajoute par-dessus, un petit filtre qui rehausse tout, et puis voilà, emballer c'est peser. Alors, malheureusement, ça peut. Je pense qu'on peut juste booster vite fait le truc et enregistrer ça en HDR et puis envoyer. Mais le but du HDR, c'est d'avoir une palette plus grande pour travailler la couleur. Donc, on peut obtenir un résultat qui va être assez similaire à ce qu'on avait sur le Blu-ray d'avant, si on ne sent pas que le film méritait d'être travaillé. Mais en fait, ça fait simplement que plutôt que d'avoir quelques millions de couleurs, on a presque quelques milliards de couleurs. Et on a beaucoup plus de marge entre ce qui est le plus sombre, le pixel le plus sombre de l'image et le pixel le plus clair de l'image. Donc, on peut vraiment s'en donner à cœur joie en termes de réglage pour trouver la couleur qui correspond le mieux. J'ai parlé déjà pas mal de HDR dans la première vidéo, mais je pense que j'ai pas été suffisamment clair sur le fait que ce n'était pas un filtre, que c'était vraiment une plus grande palette de meilleurs outils pour travailler la couleur. Et ce qui va se passer, normalement, c'est que soit le directeur de la photo, il y a le coloriste, il y a des color scientists, alors je sais plus exactement qui fait quoi à chaque fois dans ce genre de remasterisation, des gens, soit qui ont travaillé déjà sur le film à l'époque, vont revenir, après avoir rescanné le négatif. Quand on scanne un négatif, il y a tout à faire. Hein. Faut savoir que quand on scanne un négatif, faut après faire la couleur, les contrastes, tout. On a une image qui est brute. Hein. Quand l'image brute qu'on a d'un plan à l'autre, ça va pas être la même chose en plus, hein, suivant comment était la lumière et tout. Il va falloir tout égaliser un petit peu. Il va falloir faire ce qu'on appelle l'étalonnage. Et ben, quand on a affaire à ces nouveaux remasters, ces nouveaux rescans en 4K de la pellicule, et ben il y a tout à refaire en termes de couleur. Donc quitte à tout refaire, autant avoir de meilleurs outils. Et le HDR, ça va permettre, en refaisant toute cette couleur, de peut-être faire des choix qu'on n'avait pas pu faire à l'époque. Parce que on avait choisi un compromis, un juste milieu, parfois, parce que voilà, on pouvait pas trop booster la luminosité de telle chose, parce que sinon on brûlait dans une autre partie de l'image. L'image qui était un peu assombrie, on rehaussait un petit peu, parce qu'on savait que les gens ils allaient rien voir après.
ou même parfois on utilisait des couleurs chaudes pour pouvoir un petit peu une image qui a été tournée un peu par temps gris, tout ça, pouvoir essayer de lui donner un petit peu de pétant, alors qu'on aurait aimé faire une couleur un petit peu plus froide, tout ça, mais bon voilà, on savait que ça rendait trop grisâtre, que ça n'allait pas, ou même parfois on booste les contrastes à fond. Donc voilà, l'étalonnage, le moment de l'étalonnage, c'est bien d'avoir des outils plus permissifs, parce qu'on sait qu'on va avoir un rendu sur des appareils maintenant qui sont capables de rendre plus de couleurs, de rendre plus de contraste. On peut faire des choix qui vont être un petit peu plus subtils avec le HDR, ou au contraire, on peut aussi envoyer un peu plus la patate dans les lumières ultra claires et tout ça. Donc il y a tout un tas de possibilités qui sont offertes avec le fait d'avoir des appareils de meilleure technologie et d'avoir une norme qui permet de contenir toutes ces informations supplémentaires. Voilà, c'est ça le HDR, c'est pas un filtre. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir un travail sur les couleurs qui va être plus complexe, qui va être plus complet. Je vais pas refaire les mêmes discours que dans ma vidéo précédente, mais voilà, je voulais préciser ça parce qu'il y en a qui se disent « Ah ouais, est-ce que ça dénature pas un peu le film ?» Alors, il y a tout un débat là-dessus. Généralement, quand on refait un étalonnage, on demande au directeur de la photo et au réalisateur leur avis, voilà, s'ils valident, s'ils trouvent ça mieux, tout ça. Parfois, c'est le même qui avait fait l'étalonnage de l'époque qui revient. On essaye souvent d'obtenir la validation de quelqu'un qui a travaillé sur le film, que ce soit le réalisateur ou le directeur de la photo. Par exemple, la colorimétrie de Terminator 2, James Cameron l'a validé. Le film, il considère qu'il est mieux avec cette colorimétrie-là. Alors, on aime ou on n'aime pas le passage des couleurs plus froides. Il y a plusieurs types de puristes, on va dire. Il y a des puristes qui vont aimer que le film ressemble le plus possible à ce qu'ils ont vu au cinéma, et il y a des puristes qui vont vouloir que le film ressemble le plus possible à ce que voulait le réalisateur. Et moi, je suis plutôt dans cette deuxième partie des puristes, parce que je suis par exemple pour les director's cut. Quand on voit un film en director's cut, c'est pas forcément le même qui est sorti au cinéma, mais il se rapproche de ce que voulait le plus le réalisateur, qu'il n'a pas pu faire à l'époque. Et faut savoir que parfois, en termes de couleurs, il y a des choses que les réalisateurs ne peuvent pas faire à une certaine époque, parce qu'il n'y a pas le matériel, parce que voilà, c'est pas la technologie qu'on a. Donc, de retoucher le truc, on va reparler de retouche, hein, justement, de façon de revenir sur un film, de retoucher sur un film. Par exemple, sur Terminator 2, sur le Blu-ray 4K, quand j'ai participé à un live chez Megamax, que je vous invite à voir, balance ton support sur la chaîne de Megamax, je mettrai le lien dans la description. On a parlé de support physique, on a parlé de 4K et tout ça, et on a eu un petit débat sur Terminator 2. L'ami Bébert, qui était là aussi dans les invités, m'a dit ouais, mais en plus d'être dégueulasse parce qu'on a enlevé le grain et tout, en plus c'est un film qui est modifié maintenant qu'il est passé à la 4K parce qu'on a changé des effets spéciaux et tout. Voilà, le pare-brise du camion, le visage des cascadeurs et tout ça. Par exemple, quand il saute en moto, Schwarzenegger, avant on voyait clairement le visage du cascadeur, ils ont remplacé en image de synthèse par le visage de Schwarzenegger. Changer le visage d'un cascadeur, en termes de puriste, je suis pas suffisamment puriste pour vouloir qu'on revoie le visage du cascadeur. Si je connaissais les cascadeurs, ça me ferait chier. Je me dirais, oh bah merde, on voyait le cascadeur. Si j'étais puriste comme ça me ferait chier. Mais bon, voilà, je trouve que, étant donné qu'on a une image de plus en plus nette, autant que ce genre de petits trucs, ou gommer les petits fils, je suis pas contre le fait de gommer des petits fils. Après, ça dépend peut-être du film, effectivement. Quand c'est un film vraiment où l'effet spécial, il est sérieux, bon, peut-être gommer un tout petit poil, c'est pas trop grave. Pour l'Exorciste, à l'époque, il y avait une scène entière qui n'avait pas sorti, celle où elle marche dans l'escalier à l'envers, parce que justement, il y avait trop les fils, on voyait trop les fils et que c'était dégueu. Cette scène-là, elle est impressionnante dans le film. Et finalement, elle est dans la version longue, parce que entre-temps, ils ont eu la technologie pour pouvoir gommer les fils, donc ils ont pu la foutre dedans. Et elle marche bien. Et si on avait vu effectivement les fils dans cette scène, ça aurait peut-être cassé l'effet, quoi. Donc oui, il y a des fois des effets spéciaux qu'il vaut mieux corriger un petit peu, mais alors, j'y reviendrai après. Oh allez, je vais le faire tout de suite de toute façon, parce que puisque je glisse sur le sujet, il y a une saga que je désire prendre en 4K, enfin non, je ne vais en prendre que 3 dans cette saga, vous m'en voudrez pas. C'est, j'ai mis le t-shirt, vous voyez, c'est Star Wars. Pourquoi je les prends individuellement? Parce que je l'ai trouvé à 8 € celui-ci, le retour du Jedi, et je vais prendre après l'Empire contre-attaque et la guerre des étoiles, et puis je m'arrêterai là. Vous m'excuserez, je suis ce genre de puriste, par contre. C'est-à-dire que Star Wars, pour moi, il y en a 3. Je suis dur, je sais, je suis dur. J'ai essayé de revoir, parce que j'ai le coffret Blu-ray de Star Wars. Moi, j'ai une petite collection Star Wars que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. J'ai essayé de revoir l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Oh, j'arrive pas, non. Non, j'arrive pas. Désolé. En plus, ils sont dégueulasses en termes d'image de synthèse. Je sais pas ce qu'ils donnent en 4K, mais ils sont déjà dégueux en Blu-ray normal. Je sais pas, ils sont déjà flous, mal intégrés. Je sais pas ce que donne le Blu-ray 4K, mais la 3D, pour le coup, elle a très très mal vieilli. Est-ce que ces Blu-ray 4K valent l'upgrade? On peut se demander.
sur Star Wars, avec le fait que Lucas est un petit peu salopé toute sa saga à vouloir refoutre des images de synthèse qui ont bien plus mal vieilli que les effets spéciaux d'origine. Est-ce que en 4K ça va pas être encore pire? C'est pas pire, mais c'est clairement les scènes qui sont les plus moches. Tout ce qui est en 3D, c'est pas ce qui a le mieux, ce qui passe le mieux maintenant en 4K. Mais bon, j'ai envie de dire, elle passe pas pire que sur le Blu-ray normal. Donc voilà, c'est pas un truc qui est vraiment gênant. Et une question que je me posais quand même, c'est quitte à bidouiller ces films, quitte à bidouiller les films comme ça pour changer les images de synthèse et tout, comme il l'a fait dans les années 90, moi je serais plutôt pour que ce qu'il a rajouté dans l'édition spéciale, que maintenant il leur fasse des meilleures images de synthèse pour qu'elles s'intègrent mieux aux effets spéciaux d'origine, parce que là on a des images de synthèse des années 90, on a on va dire parmi le pire moment de l'image de synthèse, les balbutiements de l'image de synthèse, c'est vraiment pas beau quoi. Donc quitte à avoir un film de toute façon qui est bidouillé, autant le Jabba le Hutt en 3D dans La Guerre des Étoiles, il est absolument horrible, celui qu'ils ont refoutu, qui discute avec Han Solo, et puis comme Han Solo passait derrière, il lui faut marcher sur sa queue, normalement il a une queue, Jabba, et puis donc ils ont rehaussé Han Solo derrière, il faut que Jabba le Hutt, il crie parce qu'on lui marche sur sa queue, ils ont bidouillé un truc parce que normalement il parlait autour d'un personnage, mais voilà, qui n'avait pas une longue queue comme Jabba le Hutt, et ce Jabba le Hutt en 3D de La Guerre des Étoiles, il est horrible, c'est vraiment... dégueulasse. Sans parler des retouches de qui attire en premier, machin, ce révisionnisme du cinéma par Lucas, bon, c'est un autre sujet, j'ai envie de dire, mais il y a quasiment aucun ajout en 3D dans l'édition spéciale qui soit beau, tout est dégueulasse pour moi. Et là, dans le Retour de Jedi, c'est peut-être celui qu'on a le plus, donc c'est dur. C'est dur, la scène Jedi Rock. Je préfère encore le truc un peu cheap avec la petite chanteuse, avec la petite bouche qu'il y avait dans l'original, ça j'adorais. J'aurais aimé garder ça. Vraiment, voilà, il a essayé de le faire pour la nouvelle génération, donc c'est encore plus enfantin. Donc on dirait des présentateurs du mercredi matin sur une chaîne pour enfants, c'est nul à chier. Voilà, les effets 3D voilà, sont nuls à chier. Aura-t-on un jour une édition sans ces effets spéciaux dégueulasses, une édition du scan de ce qui était sorti à l'époque en 4K? Apparemment ça existe sur internet, faut chercher dans des endroits louches. Mais bon, voilà. En sachant que c'est l'édition spéciale, malheureusement, est-ce que ce Blu-ray 4K vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prendre les Star Wars? Alors, j'aurais envie de vous dire, moi, de ce que j'en ai vu, la prélogie, ça ne vaut pas le coup. Déjà, bon, voilà, j'ai pas un grand amour pour la prélogie, mais en plus, c'était des films en 2K, le grade n'est pas ouf, je crois que celui qui est à peu près joli grâce au HDR, c'est l'épisode 3, voilà. Bon. Alors, et puis les Disney, bon, je vais pas mettre tant dessus. Apparemment, s'il y a du vrai 4K, bon, voilà, en termes de qualité, ça a l'air de vouloir le coup. Après, voilà, faut aimer les films. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Pour revenir à la trilogie originale, la seule, j'ai envie de dire, voilà, je ne vais pas me faire des amis parce que je sais qu'il y a des défenseurs des autres Star Wars, mais voilà, je suis ce genre de con. Pour moi, il n'y a que Star Wars est mort en 83, et tout ce qu'ils ont fait après n'a fait que l'assassiner. À part peut-être des trucs dans les univers étendus, certains jeux... Night of the Old Republic, peut-être dans les séries il y a des trucs sympathiques, j'avoue j'ai même pas regardé le Mandalorian, j'ai même pas regardé tout ça. Ça s'arrête à ce film, c'est la fin de Star Wars. J'ai un très grand amour pour la trilogie originale. De toute façon, Star Wars, du moment que c'est mieux que l'édition d'avant, je prends. Alors, est-ce que c'est parfait? Non, je pense qu'il pourrait y avoir donc une meilleure édition. Je n'y crois pas trop, une édition sans... où on peut choisir éventuellement dans le menu, édition spéciale ou non, ça ce serait bien, tu vois. Je sais bien que Lucas se dit qu'il veut plus retoucher au truc, tout ça, que maintenant c'est l'édition finale, mais qu'il laisse au moins le choix. Ça fait des années que les gens râlent à dire qu'ils ne veulent pas, cette merde. Donc qu'il arrête de s'obstiner. Au moins qu'ils mettent l'option dans le menu, comme on a par exemple, choisir entre Director's Cut ou pas, avant de lancer le film. Bordel, qu'il fasse ça. Bon, enfin là, maintenant, c'est plus Lucas qui a les droits, c'est Disney. Bon, ça se trouve, dans le contrat, il a été signé avec Lucas, j'en sais rien, je suis pas un fan à ce point-là pour savoir ce genre de détails. Peut-être que Disney a dit, bon, on rachète, mais... Et Lucas a dit, oui, vous rachetez, mais si vous ne changez pas, machin. Peut-être c'est ça. J'en sais rien. Donc oui, ça pourrait être mieux. Je n'y crois pas, je sais pas si un jour on aura une édition sans les effets spéciaux 3D, j'en sais rien. Ça pourrait être mieux aussi sur un autre aspect, c'est la réduction de bruit. Je pense que le grain, on va avoir une discussion avec Kazazel, parce que Kazazel n'a pas compris le grain. Dans sa dernière vidéo, il a dit encore un truc sur le grain.
c'est pas qu'on aime, c'est pas que les gens ils veulent qu'il y en ait quand il y en a pas normalement. C'est que s'il est censé y en avoir, et si on le gomme, ce sera forcément moins bien que si on le laisse. C'est tout. Mais évidemment que tout le monde préfère du 70 mm Casazel mince. Je sais pas s'il y a des gens qui vont préférer du 35 mm à du 70 parce qu'ils ont envie de voir plus de grains. Non, plus l'image est belle, mieux c'est. Le coup du grain, c'est pas d'en vouloir, c'est que s'il y en a, si on l'enlève, il y a un problème. On bidouille l'image, on la traficote pour soi-disant la rendre plus belle, mais ça se voit que c'est pas plus beau. Parce que voilà, on a mis un DNR à fond les ballons, on a rehaussé un peu les contours, et puis on a bricolé l'image pour qu'elle paraisse plus belle, plus nette, mais en fait elle est dégueulasse. Et vaut mieux voir la pellicule d'origine, c'est tout. Voilà, pas d'autre débat sur le grain. J'espère que j'ai clarifié auprès de Casazel cette petite parenthèse. Et c'est pas une question d'en vouloir ou pas, c'est s'il y en a, autant le laisser. Et là, pour Star Wars, il y a quand même un petit peu de DNR. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il devait y avoir plus de grains que ça, et on l'a gommé. Est-ce que c'est vraiment gênant? Je trouve que ça va encore. C'est-à-dire que le DNR, ça dépend des scènes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils ont, scène par scène, vu s'il fallait plus ou moins en mettre. Donc ils ont essayé d'équilibrer le film de cette manière-là, mais des fois on a effectivement du grain qui est presque un peu figé dans l'image, chose que je n'avais pas forcément trop vu, ça, qu'on voit le grain mais qui ne bouge pas. On garde le piqué de l'image, mais ça fait un petit peu bizarre qu'il ne bouge pas. Alors pour ceux qui n'aiment pas le grain qui bouge, tant mieux. Je veux dire, Casazel, tu seras content avec cette image-là, parce que pour le coup, on n'a jamais de grain qui fourmille. Mais bon, moi je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Il y a peut-être des scènes où on a perdu en définition à cause de ça. Bon, ils ont essayé de trouver un compromis. Je dirais que c'est à savoir que le grain est réduit sur cette édition. Mais voilà, ça ne rend pas l'image toute lisse, ça ne fait pas un effet poupée de cire non plus. L'image est propre. En termes de gain de définition, effectivement, il y a un gain de définition qui est spectaculaire par rapport au Blu-ray précédent. Parce que là, on est effectivement sur une pellicule rescannée. Donc on est sur un véritable 4K, ce n'est pas un upscale, donc il y a un gain de détail dans toutes les scènes. Donc ça, voilà, rien que pour ça, c'est au-dessus du Blu-ray. Là, clairement, on peut y aller. Et puis, en termes de compression, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais la compression est bien plus belle. Voilà, il y a zéro défaut dans l'image. Il n'y a pas de défaut dans cette image. On voit que l'image est très détaillée et c'est très agréable. Il faut savoir qu'on est sur une colorimétrie très différente de ce qui a été proposé sur les Blu-ray et même sur les DVD. Le Blu-ray du Retour du Jedi avait une teinte assez orangée, avait des couleurs assez chaudes, assez vibrantes, on va dire. Il y avait des couleurs parfois un peu pétantes. Là, on n'est pas du tout sur le même choix de couleurs. On est sur des choix de couleurs plus cuivrés. On est dans des ocres, des cuivres. On est dans une image assez argentée, voilà. On n'est pas du tout dans une image, la saturation boostée à fond. On est presque dans une image légèrement désaturée. Et il y a des gens, j'en mets ma main à couper, il y a des gens en voyant ça qui vont se dire « Oh là là, mais l'image, les couleurs, elles étaient mieux avant. Là, on a presque l'impression que c'est en noir et blanc. Le HDR, c'était censé rendre les couleurs plus vives, plus machin. Et en fait, là, non, c'est tout fade. » Il y a des gens qui vont pouvoir trouver ça fade. Il y a des gens qui vont aimer que le Retour du Jedi, ce soit, quand on arrive sur Andorre, les arbres soient vert fluo, que tout soit des couleurs très très vives. Et ben c'est pas le type d'image qu'on a du tout sur ce master-là. Il y a sur internet quelques comparatifs pour voir un petit peu la colorimétrie, comment elle est différente. On est sur une colorimétrie voilà, qui est moins bourrine, qui est plutôt axée dans des teintes légèrement désaturées, mais qui ont plus de nuances. C'est pas qu'il y a moins de couleurs, c'est pas qu'ils ont juste baissé la couleur, c'est qu'ils ont travaillé d'autres nuances. Alors je ne sais pas, malheureusement j'étais trop petit pour le voir au cinéma, donc je ne sais pas si c'est plus fidèle à ce qui était sorti au cinéma. En tout cas, on est sur une image qui paraît légèrement vintage, presque, mais qui est magnifique. En termes de décor et de matte painting, ça rend encore plus honneur au boulot, que c'est des couleurs un peu plus nobles, avec plus de nuances. Je les trouve, moi, plus jolies que sur le Blu-ray et sur le DVD, évidemment. Et donc, pour moi, j'ai préféré ce choix colorimétrique, mais il faut savoir que, voilà, on n'est pas du tout dans celui qui avait été fait auparavant. Et en tout cas, ce qui est très appréciable, c'est les contrastes. On a, pour le coup, des noirs vraiment très profonds, et dans toutes les scènes qui sont dans l'espace, avec les étoiles blanches et puis le fond de l'espace noir, c'est beaucoup plus joli. Là, pour le coup, sur le Blu-ray, on avait un noir qui n'était pas totalement noir. On avait des problèmes de compression, justement, dans les zones très sombres. Et là, voilà, non, là, c'est nickel. Pour moi, c'est une image largement supérieure au Blu-ray. Il y a peut-être des gens qui vont considérer qu'ils préféraient les couleurs pétantes de l'édition Blu-ray, mais je trouverais ça dommage parce que pour moi, il est beaucoup, beaucoup plus joli sur tous les points. En Blu-ray 4K, je suis content d'avoir upgradé.
Je vais parler tout de suite d'un un autre que je voulais grader, que j'avais déjà en DVD. Je n'étais pas passé au Blu-ray, j'ai hésité longtemps, hein. Je suis passé à côté de 2-3 occasions où je l'avais vu pas cher et tout, et j'avais hésité plein de fois à le prendre. Et sachant qu'il existait en 4K, je m'étais retenu au final. Et c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, j'avais le DVD et j'ai acheté le Blu-ray. Je vais garder le DVD, ne serait-ce que pour le packaging. C'est pas la pire qu'on ait eue, mais c'est pas ouf. Bon, ils se font pas trop chier. Alors que, regardez, hein, ce DVD, moi, je vous l'avais déjà montré il y a longtemps. Mais il était joli, il était très joli. Alors je serais presque tenté de mettre le 4K dedans, mais ça dénaturerait là, les bobines qu'ils ont essayé de faire, tout ça. Je serais obligé d'enlever un disque alors qu'il y a le film et puis les bonus. Donc non, je garde les deux indépendamment l'un de l'autre. J'avais cette belle édition de Roger Rabbit que je vous avais déjà montré. Je l'avais donc pas en Blu-ray, je suis passé directement en 4K. Alors Roger Rabbit en a pour le coup une image pour tout ce qui est les scènes filmées qui va être bien plus jolie, un apport en termes de piqué, en termes de définition. On va avoir une colorimétrie un petit peu meilleure aussi, on va avoir des tons un petit peu plus crème, je dirais, qui vont vraiment bien avec le style du film, le côté film noir. Et voilà, pour moi l'image elle est magnifique, sur tous les points elle est meilleure, que ce soit la définition, que ce soit la compression, la colorimétrie. Mais cette version 4K, ce qu'elle met en avant, c'est aussi les défauts de la technologie en termes d'effets spéciaux. Voilà, c'est pour ça que je vous parle tout de suite de celui-ci, parce que le 4K, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit « Ouais, mais si on voit plus les effets spéciaux, tout ça, ça peut un petit peu gêner. Finalement, c'était mieux quand on voyait moins, parce que l'effet marchait mieux. » C'est notamment le cas pour Jurassic Park. Jurassic Park, il existe en 4K, moi je ne l'ai pas encore pris, parce que voilà, il paraîtrait que les dinosaures en 3D, ils sont un petit peu flous, on voit qu'ils un petit peu plus que les textures et les effets d'éclairage n'étaient pas au top, et ils souffrent un petit peu du 4K, parce que ça met en avant tout ce qui passait comme une lettre à la poste à l'époque, quand on n'avait pas une qualité encore maximale. Là, d'avoir des couleurs un petit peu plus détaillées, tout ça, on voit un peu plus les effets spéciaux, on voit un peu plus la 3D qui était assez ancienne. Et là, j'ai envie de dire que pour Roger Rabbit, on a un petit peu cet effet-là, mais on est sur de l'animation 2D. Pour ceux qui ne connaissent pas Roger Rabbit, c'est des personnages filmés et des toons qui interagissent ensemble. Et d'ailleurs, ce qui est génial dans ce film-là, qui n'a pas pris une ride, il est incroyable. Je pense que ce film, il n'y en a pas eu des masses comme ça qui ont été faits à ce point-là. Je ne sais pas si je pourrais mettre Space Jam dans la même catégorie, pour le coup. Mais il y a eu les Looney Tunes qui ont essayé de faire un peu cette technologie-là. Apparemment, dans le prochain film Tic et Tac qui va sortir, qui a l'air d'être n'importe quoi. Je ne sais pas quoi penser de ce prochain film Tic et Tac. Il va y avoir de l'animation 2D mélangée avec de l'animation 3D, mélangée avec des acteurs, donc ça va être un gros bordel. Là, ce qui était impressionnant dans ce film, c'est qu'ils ne se sont pas contentés d'intégrer des personnages en dessin animé dans l'image. Ils se sont fait le plus chier possible. Ils ont tout fait pour que ce soit compliqué les interactions qu'il y a dedans. Ils ont fait en sorte qu'il y ait sans arrêt des interactions entre le décor et les personnages, entre les lumières et les personnages, que les personnages manipulent des objets réels. Ils se seraient moins fait chier à dessiner les objets manipulés par les toons, évidemment. Mais non, tout l'intérêt de ce film-là, c'était d'en mettre plein la vue sur ces interactions-là de manière technique, et ça a vachement bien vieilli, je trouve. Parce que, par exemple, quand Roger Rabbit, il prend une tasse et puis qu'il boit la tasse, ils ont carrément fait des petits robots pour attraper les tasses et les bouger, ou par-dessus, ils ont dessiné Roger Rabbit, ils se sont exprès fait chier. Et ça, c'est génial. Et la seule chose que je dirais par rapport au 4K, c'est que les celluloïdes qui ont été utilisés pour rajouter les toons sur l'image, on les a jamais autant bien vus. Ce qui choque un petit peu, c'est que parfois ils sont un petit peu flous. Ils sont souvent plus flous que l'image filmée en 35 mm qu'il y a derrière. Est-ce qu'ils ont été scannés dans une plus faible résolution avant d'être importés sur la pellicule, tout ça? Je suppose, parce que souvent les toons, on aurait pensé que les toons soient hyper nets maintenant grâce au scan 4K, mais en fait, tout ce qui est filmé en réel est hyper net, et les toons sont un petit peu flous dessus, donc ils s'intègrent peut-être un petit peu moins bien. Et même parfois, on voit quelques défauts. On voit des fois en transparence. Rassurez-vous, pas tout le temps. Mais il y a certaines fois où on voit en transparence à travers le toon, tellement l'image, les couleurs, elles sont détaillées, qu'il y a tellement de nuances dedans. Et on voit de temps en temps, on voit un peu de la couleur qu'il y avait derrière, à travers le celluloïd. Mais voilà, le film, on l'a jamais vu dans cette qualité-là. Fallait-il nettoyer un peu ces toons? Comme je disais, comme nettoyer les effets spéciaux de l'édition spéciale de Star Wars.
Je sais pas, peut-être la transparence d'un certain moment l'a gommé. Après, je suis peut-être de mauvaise foi en disant ça, parce que peut-être j'ai plus de nostalgie pour les techniques 2D que pour la 3D, que je trouve ça plus joli, qu'on voit la façon dont c'est fait pour ce type de film, que pour les images de synthèse, on va dire, primitives. C'est pour ça que c'est très subjectif, donnez-moi votre avis, hein. Je pense qu'on fera un débat sur les effets spéciaux et la 4K et ces nouveaux masters. Faut-il les rehausser? Faut-il faire quelque chose? En tout cas, là, les effets spéciaux sont dans leur jus. On n'en tirera pas mieux, on verra pas mieux tel quel. Si on voulait avoir une image qui soit plus belle sur certains aspects, il faudrait retravailler, pour le coup, redessiner des choses, tout ça. Est-ce que ce serait pas dégrader la chose d'origine? Voilà, c'est pour ça, je vous dis, il y a un débat. Il y en a peut-être qui sont des défenseur des images de synthèse de Star Wars qui vont me dire ah oui non il faut les laisser comme ça, c'est très bien comme ça. Si c'est un effet spécial que j'avais aimé à l'époque, ça me dérangera pas de le revoir pareil. Si c'est un effet spécial qui était déjà dégueulasse à l'époque, parce que pour Star Wars c'était déjà dégueulasse quand c'est sorti, hein, la 3D, faut pas se leurrer, hein. C'était déjà moche à l'époque, donc c'est encore plus moche aujourd'hui. Là, non, ça a fait un super effet à l'époque, et on se dit, ah, pour l'époque, c'est vachement bien cette technique, donc ça ne choque pas que de temps en temps les toons soient un petit peu moins bien intégrés. Je serais pas forcément pour qu'on y retouche à ces effets spéciaux-là. En tout cas, voilà, en termes d'image, c'est nickel. En termes de son, je sais plus comment était la piste son d'origine, mais la Atmos est quand même vachement frontale, hein. J'étais un petit peu déçu, notamment sur le rendu de la musique. Je me serais attendu à ce que la musique soit vraiment spatialisée, comme il y a pas mal de jazz et tout. Je me serais attendu à que de temps en temps, on entende les cymbales, des choses comme ça à l'arrière, que la musique prenne tout l'espace en fait. Et bon, c'est très très frontal quand même. Pourtant, c'est un Atmos, hein, c'est un Dolby Atmos. Donc, s'il y en a qui ont des installations Dolby Atmos, dites-moi. Hein, mais je trouve que en termes de spatialisation, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus solide. Là, c'est très frontal, mais c'est propre, en tout cas. Le son est très propre. Je pense qu'il a jamais été plus spatialisé que ça, Roger Rabbit, mais ils auraient peut-être pu essayer de le spatialiser un petit peu mieux. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis super content d'avoir. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que je traîne sur chaque film. Au final, je vais vous faire une vidéo de 3 heures encore sur la 4K. J'en ai pas mal à vous montrer, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il y a un film que j'ai upgradé à chaque fois. C'est-à-dire que je l'ai acheté en cassette vidéo à l'époque. Je l'avais adoré au cinéma, je l'avais acheté en cassette vidéo. Ensuite, je l'ai acheté en DVD, puis en Blu-ray. J'ai même acheté le Laserdisc que je n'ai jamais pu lire uniquement parce que je suis fan du film. Ce film-là, c'est Starship Troopers. Je vous montre le Laserdisc. Hein. Je l'ai pris alors que je n'ai pas de Laserdisc parce que j'aime le film. Je l'ai trouvé à 4 € dans un cash, dans un Easy Cash. Et ne serait-ce que pour avoir une grosse pochette de Starship Troopers dans la collection, ça fait comme un petit mini poster, quoi, ça fait comme un vinyle. Je ne le regarderai jamais. Mais j'en profite pour vous montrer à quoi ressemble un Laserdisc. Un Laserdisc, vous voyez, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est ces espèces de... Alors, c'est des espèces de gros CD. Alors, attention, c'est assez impressionnant, qui ont 2 faces. Hein. C'est-à-dire que le film, je crois que là, pour le coup, il y a 2 Laserdiscs et il doit être sur 3 faces. Donc le film, il faut retourner 2 fois pendant le film. C'est-à-dire, vous regardez une demi-heure, 3/4 d'heure de film, puis au bout d'un moment, hop, ça vous dit qu'il faut retourner, vous regardez la suite, hop, et ensuite vous mettez le 3e disque pour voir la 3e face. C'était un des trucs un petit peu chiants du Laserdisc. Et bon, c'est une image qui a quand même pas mal vieilli. Pour le coup, elle était inaltérable par rapport à la VHS, mais on est quand même en dessous en termes de résolution d'un DVD. Il y a certains puristes qui préféraient certains masters Laserdisc à certains masters DVD. Ça se discute. Hein. Et là, c'est la version française hein, uniquement. Il y a 51 minutes de film sur la face A, 25 minutes de film sur la face B, 48 derrière minutes sur la face C. Et sur la face D, il n'y a rien de marqué. Je ne sais pas si elle est vierge, parce que de toute façon, voilà, on peut pas... Si c'est une face vierge ou s'il y a des bonus, je pense pas qu'il y avait des tonnes de bonus à l'époque. Souvent, sur les Laserdiscs, ils mettaient en bonus des photos, des textes, des choses comme ça. J'ai les Laserdiscs de Starship Troopers, pour ceux qui n'avaient jamais vu ça. Et c'est un film que j'avais eu en cassette vidéo. Bon, j'ai pas gardé la cassette vidéo. Et je l'ai eu en DVD. J'avais d'ailleurs le DVD qui était aussi double face. C'était certains DVD Buena Vista qui faisaient ça. Certains Warner. Warner, des fois, ils essayaient d'avoir plutôt le film en 4 tiers d'un côté et le film en 16/9 de l'autre. Mais ça arrivait qu'il y ait des films où il fallait les retourner en plein milieu. Et Starship Troopers en DVD, c'était le cas. Je l'ai revendu, ce DVD-là, parce que j'avais acheté l'import américain en DVD de Starship Troopers. Parce que je préférais la pochette, déjà. Parce qu'il avait plein de bonus, et ça c'était apprécié parce qu'il y avait 0 bonus sur le DVD d'époque. Et pour le coup, ce qui est marrant, c'est que celui-ci est double face aussi, mais lui il a une face où il y a le film, et une face où il y a les bonus. Je pense que c'est sorti avant qu'il y ait des doubles couches, et ça permettait de pouvoir mettre des bonus, plus le film, tout ça, dans une bonne qualité. Pareil, hein, en Blu-ray, j'avais trouvé
L'édition américaine, pour le coup, je sais pas s'il y avait une différence en termes de bonus, parce qu'il me semble que pour le Blu-ray, ils avaient quand même rapatrié les bonus américains. Puis j'avais eu la chance de le trouver dans un cache converter. Alors il est toute zone, hein, c'est un import américain. Oui, et même de sous-titres français. Il n'y avait juste pas la VF. Bon. Et évidemment, j'ai craqué. Évidemment, j'ai craqué et je l'ai pris en 4K. Je l'ai pris en 4K. Alors je dis j'ai craqué parce que celui-ci, c'est un import américain. Il faut savoir que Starship Troopers, si vous le voulez en 4K, il va falloir l'importer. Et ça, c'est plutôt chiant. C'est plutôt chiant parce que moi, il m'est revenu à 25 €. Le moins cher que j'ai trouvé, en fait, pour pouvoir l'importer, après, dites-moi si vous avez vu des meilleures offres, c'est d'aller sur Amazon.com directement, d'utiliser son compte Amazon, se connecter sur Amazon.com et de l'importer. Quand il était soldé, il était peut-être à 12 $, un truc comme ça, mais à ça se rajoutent les frais de port, les frais de douane, machin, qui sont comptés dans le prix. Hein. Amazon, on vous rajoute pas, vous n'avez pas de surprise. Quand il y a un truc qui vient des États-Unis, les frais de douane sont prépayés. Mais ça rajoute 10 balles. Ça rajoute 10 balles à la commande. Ça vaut de moins en moins le coup de commander aux États-Unis maintenant. Hein. Et même en Angleterre, ça vaut plus trop le coup. Donc c'est parce qu'il était soldé, qu'il n'était pas très cher aux États-Unis et que les frais de douane, frais de port, tout ça, le tout rajouté, ça faisait 25,50 €, un truc comme ça. Je crois qu'il est un petit peu plus cher quand on le commande sur Amazon.fr. Il y a 2-3 € de différence. Il n'y a pas une énorme différence, donc vous pouvez le prendre sur Amazon.fr. Sur eBay, pareil, ils le mettent à 30 balles. C'est rare de le trouver en dessous de 25 balles. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Moi, c'en est vraiment un. De toute façon, même s'il avait été ne serait-ce qu'un tout petit peu plus beau, je l'aurais quand même pris parce que c'est l'un de mes films préférés. J'adore Starship Troopers. Je vais pas m'étendre trop longtemps sur le film, mais moi, je surkiffe Starship Troopers. C'est un de mes Verhoeven préférés et j'adore Verhoeven. Je vous avais déjà parlé de Total Recall en 4K qui est excellent. Et il me fallait Starship Troopers. Je devais avoir Starship Troopers. En plus, voilà, il est magnifique. Moi j'adore ce type d'image. C'est une de mes images préférées, hein, l'image de Starship Troopers en 4K. Parce que pour le coup, on a récupéré le grain qui avait été lissé sur le Blu-ray. Tout est beaucoup plus détaillé. Pour autant, ce grain est maîtrisé, hein, dans le sens où il est très bien compressé, donc il ne fourmille pas au-delà du raisonnable. Il est propre, hein, c'est un beau grain selon moi. On a récupéré un tout petit peu d'informations au niveau du scan sur le haut de l'image. Il y avait une petite partie de l'image qui n'avait pas été scannée. Peut-être une toute petite bande en plus, hein, d'informations, d'images qu'on récupère. Et le HDR est très très beau. Le HDR, les batailles spatiales, avec ce fond d'étoiles très noires et les vaisseaux, et puis surtout les jets de plasma qui viennent de la planète, et les vaisseaux qui explosent et tout ça dans l'espace. Ces scènes-là sont magnifiques en 4K, elles sont beaucoup plus belles que sur le Blu-ray. Et je trouve que pour le coup, les effets en image de synthèse n'ont pas trop vieilli. La texture des arachnides en carapace, tout ça, ça allait. Finalement, les seuls effets 3D qui ont vieilli, c'est l'espèce de grosse limace à la fin. Là, on voit que les textures sont pas ouf, mais c'est un film qui, en termes de 3D, tient étonnamment la route. Hein. Toutes les scènes avec les arachnides, ça aide qu'il y ait beaucoup d'arachnides qui soient également en effet pratique. Donc il y a un peu des deux, mais la scène où toutes les arachnides, elles attaquent le fort à un moment, où il y en a des milliers et des milliers, celle-là, elle n'a pas vieilli, elle est super belle, et c'était impressionnant d'avoir autant d'éléments dans des images de synthèse à cette époque. De le voir en 4K avec tous les détails dans l'image, pour le coup, alors je sais pas si les effets numériques étaient déjà en 4K pour le coup, mais en tout cas ça passe nickel. Là on a effectivement une pellicule rescannée on a un vrai 4K, il est encore plus beau que le Blu-ray, qui était déjà très beau, hein. Et le fait que ce soit du 1,85, c'est appréciable aussi parce que ça prend tout l'écran de la télé, donc voilà, on a une image qui est impressionnante. Moi j'ai adoré, vraiment, bon, de toute façon j'adore ce film, mais j'ai adoré le revoir en 4K, j'ai pris mon pied tout le long, l'image était parfaite selon moi, et le son est mieux aussi. Alors comme je vous dis, hein, je vous ai déjà dit, j'ai pas le Atmos, mais la spatialisation du son, elle est meilleure que la piste qu'il y avait avant, hein. On sent qu'ils ont beaucoup plus osé balancer la musique dès le début, dès les premières notes de la musique, au début du film, on sent la musique qui est sur toutes les enceintes, ça fout le frisson dès le départ, et voilà, il y a des effets permanence qui sont cool. Aussi bien en termes d'image que de son, moi j'ai adoré Starship Troopers en 4K, je peux que vous le conseiller, même si, voilà, il faut compter au moins 25 balles pour se le procurer, et je pense pas que ce soit prévu pour le moment en France. Je pourrais conseiller d'attendre qu'on le sorte, mais il faut savoir que ça fait déjà presque 5 ans qu'il est sorti, hein, en fait. Hein. Il est sorti en 2017, oui, ça fait 5 ans, il est sorti en 2017 aux États-Unis, hein, en 4K. Donc, ouais, peut-être il va venir, enfin ça fait déjà 5 ans qu'il vient pas, donc bon. Voilà, c'est pour ça que moi je me suis quand même, je l'ai quand même commandé parce que je voulais voir ça. Starship Troopers, ça fait partie des titres que j'aime regarder en 4K, il est génial. Vraiment, je vous le conseille.
Et pour rester dans la science-fiction, je vais vous parler d'un film que m'a offert un d'entre vous. Alors là, je suis... j'ai eu la petite larme quand j'ai ouvert le coffret parce que je devais recevoir un colis de JB. Merci JB. JB qui est sur le Discord et que vous voyez probablement souvent dans les commentaires. JB77. Bah, merci beaucoup JB. Alors qu'il m'a gâté, hein. Je vais pas montrer tout ce qu'il y a parce que la vidéo elle est déjà longue et j'essaie de me concentrer sur le 4K. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu en 4K grâce à lui. Il est fou. J'ai déjà été gâté par le passé. Mais là, ça dépasse le... Je sais plus où mettre, je suis gêné. Donc faut quand même que j'en parle. D'une en 4K, le Steelbook. En plus c'est le plus beau visuel de Steelbook que j'ai vu. Il y a eu plusieurs visuels de Steelbook. Je crois qu'il y en a 3. Il y en a un à Leclerc, il y en a un peut-être à la Fnac, et celui-ci c'est l'International. Et celui-là c'était le plus beau en plus. Donc, ce mec est dingue, il m'a offert ça. Alors il m'a mis un petit mot. Alors je sais pas si je peux le lire. Pour le coup, en tout cas ça m'a fait très plaisir, hein, JB. Hein. Bon, il n'y a rien de totalement personnel dedans, donc je vais vous lire le petit mot de JB. Mon très cher Antoine, voici ton petit colis. Ah, en plus c'était un petit colis, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres... Il est fou. J'ai pas fait la chaîne pour ça, ça fait plaisir, hein, après un an de vidéo, d'avoir un fan, entre guillemets, hein, en tout cas un ami, hein, pour le coup, avec lequel on discute sur Discord, qui m'envoie des cadeaux, ça m'a un petit peu ému. Donc voici ton petit colis, j'espère que tu prendras plaisir à visionner toutes ces petites choses, ainsi que le petit extra que j'ai rajouté. Alors le petit extra qu'il a rajouté, c'était ça, parce que j'étais au courant des autres films, j'étais pas au courant qu'il avait mis Dune en 4K, le fou. Merci pour ta chaîne et ton Discord qui sont un exutoire pour un mordu de cinéma comme moi. Amitié, JB. Amitié, merci beaucoup, JB. Ça m'a fait très plaisir. Autant le mot que les cadeaux, hein, évidemment. Les cadeaux, je suis content aussi. Et surtout que je ne me le serais pas pris tout de suite parce que pour le coup, il coûte cher. Hein. Les Steelbook 4K qui sortent, généralement, c'est assez élevé. Et puis, il commence déjà à y avoir des gens qui leur vendent encore plus cher. Alors, je ne sais pas s'ils commencent déjà à être en rupture de stock. Je pense pas, pourtant. Je commence déjà à le voir à 50 balles, 60 balles, 70 balles. Donc, ok, d'accord. Merci de me l'avoir pris tant que ça ne devient pas... rare, quoi. Ça commence à faire chier que les films, les Steelbook 4K, ils deviennent rares assez rapidement. Et donc voilà, vous voyez cette belle continuité du Steelbook. Et dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le 4K, il y a le Blu-ray, mais aussi le Blu-ray 3D. Et ça, je me disais, putain, mais c'est fini les Blu-ray 3D, ils vont plus en mettre. Bah si, ils en mettent encore. Alors, j'ai pas de quoi avoir les Blu-ray 3D. Si, on m'avait prêté le PSVR, et quand on met le PSVR sur la tronche, on peut regarder les Blu-ray 3D sur la PS4, voir 3 heures de film avec un casque VR sur la gueule. J'ai pas forcément envie d'essayer, aussi à des amateurs, mais moi non, ça va être un petit peu pénible, je préfère le voir en 4K. Alors le 4K, je l'ai pas encore revu en entier, à proprement parler, parce que ça fait pas très très longtemps, donc je pense qu'avec ma femme, je vais lui proposer prochainement. J'aurais aimé le regarder pas longtemps avant la partie 2, mais la partie 2, c'est pas tout de suite, donc je pense que je l'aurais revu plusieurs fois d'ici là. J'en ai parlé longuement sur la chaîne, déjà, du Dune de Villeneuve. Il y a des éléments sur lesquels j'ai peut-être été un peu dur par rapport à mon visionnage au cinéma, c'était par exemple sur les décors. J'avais dit dans plusieurs lives que les décors... Bon, après, je continue de préférer les décors de celui de Lynch. Je les trouve somptueux et je les trouve surtout plus adaptés aux différents peuples. Je trouve que vraiment on différencie beaucoup mieux les Atreides, les Harkonnen et Dune. En termes d'architecture, c'est très différent. En termes de décor, c'est très différent. Toutes ces planètes sont identifiables dans celui de Lynch. Je trouvais que c'était un petit peu plus... alors, il y en a qui vont trouver justement que les décors, ils sont plus cohérents parce qu'ils sont dans les mêmes influences. Mais bon, justement, pour de la SF avec plusieurs planètes, moi je préfère qu'il y ait justement des décors très très différents. Là, ils sont un peu plus tous pareils, mais je les avais trouvés assez froids, assez fades. Et c'est vrai que de revoir des images, parce que je vous l'ai dit, j'ai pas encore revu le film, mais j'ai revu toutes les images quasiment. Hein. J'ai testé tout le Blu-ray 4K, je l'ai juste revu dans le désordre, quoi. D'avoir une plus belle luminosité, ça joue sur le fait de mettre en valeur des décors qui sont principalement basés sur la lumière. Le jeu sur les lumières et les différentes teintes, les différents niveaux de gris, niveaux de jaune, tout ça, qui sont dans l'image, qui font des images magnifiques, et des décors qui font des décors magnifiques alors qu'ils sont épurés. Donc voilà, on a des décors très épurés, et ça profite d'une superbe image. Pour le coup, au cinéma, l'image, voilà, j'ai pas la chance d'avoir un cinéma IMAX à proximité. Pourtant, je l'ai vu dans un multiplex, hein, mais j'ai pas vu non plus dans une salle Dolby Vision ni rien. C'était une projection standard dans un multiplex.
Et l'image était moins belle, hein. Franchement, là maintenant, quand on a un Blu-ray 4K et une bonne télé, un bon home cinéma, on a une expérience qui est supérieure à l'expérience du cinéma en termes qualitatifs. Après, en termes de taille d'écran, bon, voilà, ça dépend, c'est assez différent, mais je pense que je vais redécouvrir vraiment le film visuellement, je vais le redécouvrir grâce à cette belle image et également à ce magnifique son. Alors, sur le son, je passe vite fait parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de Atmos, mais dès les premières minutes du film, la musique, les percussions, tout ça, qui viennent de partout, on sent que, voilà, en termes de spatialisation, on va en prendre plein la gueule. Le son a l'air d'être parfait, hein. Là, pour le coup, il paraît que dans les pistes Atmos, on a même la musique est spatialisée parfois en hauteur, c'est-à-dire que parfois, quand les chœurs, tout ça, ça monte, même en termes de son dans la pièce, tout ça, donc je peux pas me rendre compte de ça, mais je me rends compte déjà que la musique est super bien spatialisée dans la pièce, et pour le coup, la musique faisait aussi partie des points négatifs quand je l'avais vu au cinéma, parce que je trouvais que cette musique, elle aurait pu être plus travaillée, pour le coup, Hans Zimmer m'a un petit peu déçu, que c'était... elle n'est pas forcément écoutable en dehors du film, hein. Elle fait juste partie intégrante du film, mais elle est très atmosphérique, très ambiante, et au final, on retient pas grand-chose, à part le... Il n'y a que ça qu'on retient, et c'est pas ouf. J'ai dit pas mal de mal de la musique du Dune de Villeneuve, mais là, de l'avoir bien spatialisé, si je vous dis que les pistes Atmos, souvent, elles sont meilleures que mes pistes DTS HD 5.1, c'est aussi parce que chez moi, j'ai des colonnes qui sont les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. Il y a des gens qui ont des petites satellites à l'arrière et des colonnes devant. Et j'ai des grosses colonnes 4 voix devant et derrière. J'ai le même son devant que derrière. Et justement, pour un son comme le Atmos, qui est censé être un son 3D, ou qui demande d'avoir une qualité de restitution similaire à l'avant qu'à l'arrière, et ben ils vont beaucoup plus oser mettre des graves, par exemple, à l'arrière dans du Atmos. Parce qu'ils savent que les gens sont censés être équipés en graves à l'arrière également pour faire ce son 3D. Donc, généralement, je tire beaucoup plus parti du fait que j'ai ces colonnes arrière, et c'est pour ça que les pistes Atmos, qui ressortent finalement en Dolby True HD sur mon ampli, bah, elles sortent quand même mieux que ce que j'avais avant, parce que ils ont balancé la sauce dans toutes les gammes du son, même à l'arrière. Et là, pour le coup, la musique, dès le départ, on a les percussions qu'on entend à l'arrière et tout, et puis quand ils prennent la voix grave, vous savez, dans le film, quand ils utilisent la voix, il y a des graves qui sortent de partout. Et ça, comme dirait JB, pour lui ça fait trembler les murs, c'est pour ça qu'il sent que c'est un bon son. Voilà, le son est nickel. Et l'image, alors l'image m'a permis de me rendre compte que ma télé n'était pas si bien réglée que ça, dans le sens où les scènes claires sont tellement claires et les scènes sombres sont tellement sombres que vous avez intérêt d'avoir le contraste de votre télé qui est réglé au poil de cul. Parce que pour le coup, à 2-3% de différence dans le réglage du contraste, les blancs étaient brûlés, alors qu'on les voyait, on voyait correctement toutes les teintes un tout petit peu plus bas. Donc d'où l'intérêt de ne pas forcément toujours être à fond dans son contraste. Après, ça dépend vraiment d'une télé à l'autre. Ça peut valoir le coup, ce film-là, pour régler sa télé, hein, dans les scènes qui sont très claires. Regardez, essayez, si vous pouvez baisser votre contraste, de voir si vous perdez pas en fait des informations dans l'image, tellement l'image, elle pète. Alors elle est en Dolby Vision, il y a une très grande différence en termes de luminosité entre les scènes les plus claires et les scènes les plus sombres. L'image, elle est magnifique, hein, pour le coup, voilà, en termes de définition. C'est un film qui a été d'abord tourné en numérique, puis scanné sur une pellicule, donc il y a un grain qui a été récupéré, on va dire... alors, voilà, ça, pour le coup, avec Cazazelle, je vais être peut-être d'accord avec lui, dans le sens... est-ce que le fait d'avoir rajouté volontairement du grain, c'est une chose... avec laquelle je suis d'accord, je sais pas si c'est très utile. Oui, ça donne une texture à l'image, pour le coup, hein. Le grain est beau dans ce film-là. C'est pas un grain qui est parasitaire, c'est un grain qui est ultra fin. Il simule comme s'il avait été tourné sur pellicule, parce qu'il voulait le tourner sur pellicule pour avoir ce type d'image, mais il s'est rendu compte que... en termes de luminosité extrême, eh ben, la captation numérique, elle était meilleure parce que ça permettait parfois de filmer avec beaucoup moins d'éclairage et d'obtenir quand même un meilleur résultat qu'avec la pellicule. Donc il a préféré le filmer en numérique et après obtenir cette idée d'une image pellicule qu'il voulait à la base. Je suis d'accord avec toi, Cazales, ça n'a pas un énorme intérêt de rajouter volontairement. Là, je pense que c'est plus une question d'avoir été habitué à ce type d'image et qu'il avait envie de rendre une image qui ressemblait à comme s'il l'avait tourné en pellicule. Donc je pense que c'est plus par nostalgie, effectivement, qu'il a fait ça. Je veux pas dire que je veux qu'on en rajoute forcément, moi, du grain. Je pense que l'image m'aurait convenu en numérique de base. Je ne suis pas persuadé que ça rajoute grand-chose d'avoir rajouté du grain. En tout cas, voilà, tout est parfaitement compressé. Les contrastes sont extrêmes, hein, comme je vous ai dit. On en prend plein la gueule. Donc, en termes d'image et de son,
Dune en 4K, c'est parfait. Pour le coup, il y a tellement des images qui sont des contre-jours, des choses comme ça. On est typiquement dans ce que le HDR peut rajouter. Il y a tellement des images qui ont des blancs brûlés sur le Blu-ray, tellement elles sont lumineuses, que là, on voit tous les détails dedans dans la version 4K, donc c'est bien meilleur. On a un véritable 4K en plus. Ce n'est pas un upscale d'un 2K. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Étant donné qu'il y a aussi des scènes très sombres, eh ben c'est bien d'avoir des détails dans les scènes sombres, plutôt que d'avoir ces scènes sombres qui sont rehaussées pour qu'elles soient plus visibles, comme ça peut être le cas sur les Blu-ray. Là, pour le coup, on peut avoir des scènes très sombres, mais avec plein de détails. Pour peu qu'on ait du bon matériel, c'est la meilleure façon de le voir en 4K. Donc voilà, Dune. Encore merci JB, hein. Tu es dingue. Je suis super content d'avoir eu ce cadeau. Merci. Je ne vais pas vous montrer les autres, comme je vous ai dit, hein, c'est hors sujet avec la 4K et je suis déjà très long, que JB avait mis dans son colis. Il y avait d'autres films qui m'intéressaient, qu'il avait en double. Et il y en avait notamment un qui m'a mis, là celui-là je vais vous le mettre parce que c'est aussi du 4K. C'est un film qui, celui-ci, ne marche pas chez lui. Effectivement, c'est un film qui est défectueux, mais c'est pas défectueux à cause de la résine. Il y a un problème d'autoring dans le Blu-ray 4K, qui fait que sur certains lecteurs, notamment certains lecteurs Sony, ils ne passent pas, ils ne se lancent pas. Et moi j'ai la chance, il me l'a dit, ah, tu vois, je te le mets quand même avec, j'ai bien fait de dire, oh bah ouais, tu vois, je testerai, parce que pour le coup il marche dans mon lecteur, alors c'est génial, c'est Braveheart. C'est pas cette édition-là qui marche pas, il m'a dit que c'était le Steelbook, et qui m'a mis le disque qu'il y avait dans le Steelbook, il l'avait racheté en édition allemande pour récupérer le disque, je sais plus ce qu'il a fait comme kickback, donc voilà, ça c'est la boîte de l'édition allemande, c'est pas l'édition allemande qui ne marche pas, c'est l'édition Steelbook, je crois. J'ai pas plus de détails, mais il y a certaines éditions de Braveheart qui ne fonctionnent pas sur certains lecteurs. J'ai de la chance que le disque qui ne marchait pas chez lui marche chez moi. Donc j'ai pu revoir Braveheart en 4K. Alors je vais pas m'étendre trop sur le film. Moi le film j'aime beaucoup, j'aime énormément. Malgré ses imprécisions historiques, hein, il y a énormément de choses qui sont un petit peu fantasmées, qui sont déformées par rapport à la réalité. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans un biopic. Faut pas essayer de se faire une image de la réalité uniquement avec les films. Un film, ça reste un film. Déjà, qu'en termes d'histoire, c'est parfois difficile d'avoir la vérité, dans le sens où on dit toujours que l'histoire est écrite par le vainqueur. Mais alors pour un film, bah, voilà, il y a forcément des partis pris. Et il y a des dramatisations, des romantisations dans ce film qui font que ce n'est pas le film le plus exact en termes de détails historiques qui existent. Hein. Pour le coup, voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Presque tout a changé par rapport à la réalité. Mais bon, ça n'en est pas moins un film épique qui est excellent, qui est parfait sur tous les points pour ce qu'il est, hein, une fiction pour le coup, hein, qui s'inspire de la réalité. En 4K, j'ai adoré cette image. J'avais déjà le Blu-ray. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette image-là, c'est déjà, bon, il y a un gain en termes de définition qui est extraordinaire. Le Blu-ray de base était déjà très très beau. On gagne en détail, mais c'est des choses qu'on voit principalement sur un très grand écran ou si on voit quand on regarde de près. Mais l'image était déjà très belle de loin sur le Blu-ray. Donc un scan de 35 mm, on peut pas plus net que celui-ci. Il est nickel. Tous les plans sont super propres. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est la colorimétrie. Il faut savoir qu'en Écosse, il fait gris souvent. Hein. Il y a souvent, et il fait nuageux, il flotte. Quand on filme par ce genre de temps, on obtient une image qui est assez froide. On obtient une image qui peut être un peu même désaturée. C'est assez dur de retravailler ça après. Et pour le coup, ce qu'ils avaient fait sur le master jusqu'à présent, c'était de mettre des couleurs chaudes, en fait, pour contrebalancer le ciel gris. Donc ils avaient boosté un petit peu les couleurs chaudes. Mais ça faisait un petit peu faux des fois, ça faisait des teintes de chair qui étaient pas totalement réelles, ça faisait un ciel qui était légèrement orangé alors que c'était pas du tout ce qu'il aurait dû être. Et pour le coup, ils ont pu, enfin, grâce au HDR, comme ils savaient qu'ils allaient avoir tout un tas de nuances qui allaient faire que l'image allait quand même rester belle, et ben ils ont pu opter pour des couleurs froides, mais des couleurs froides dans lesquelles les rouges sont quand même encore plus intenses, les verts sont encore plus intenses. Donc ça, c'est un truc que je me suis rendu compte avec certaines colorimétries HDR, c'est que parfois, à l'époque, quand on faisait une colorimétrie d'un film, eh ben on a un peu l'impression que ça appliquait une teinte. C'est-à-dire que si on voulait que l'image soit plus chaude,
et c'est tout qu'allait être plus chaud. Les blancs allaient devenir un peu jaunâtres, on allait perdre des détails dans les couleurs froides, et inversement, si on mettait des couleurs froides, les rouges allaient devenir un peu violets, et ça c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé pour Matrix en 4K. Matrix en 4K, la colorimétrie, on a vraiment l'impression que c'est un filtre foutu par-dessus l'image, que c'est pas du tout les couleurs qui sont retrouvées, quoi. Là, pour Braveheart, c'était le cas aussi un petit peu pour le Blu-ray, qui était quand même déjà très beau, mais le fait d'avoir voulu rehausser les couleurs qui étaient un petit peu trop froides, pour pas que ça paraisse trop grisâtre, il y avait certaines teintes qui étaient un petit peu faussées. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a des couleurs qui sont froides, on retrouve vraiment ce ciel gris de l'Écosse, mais pourtant, l'herbe est encore plus verte. Le rouge des lèvres, le rouge du sang, parce qu'il y a des moments où il y a des batailles très sanglantes, le sang est très très rouge. Malgré tout, il n'est pas du tout dans des couleurs froides. Hein. Le sang est vraiment bien pétant, alors que le reste de l'image est froide. Et on a, voilà, je trouve, une colorimétrie beaucoup plus équilibrée. Je l'ai trouvé magnifique. Hein. Moi, il n'y a aucun défaut dans le 4K de Braveheart. Donc encore merci JB, hein. Je suis content qu'il n'ait pas fonctionné chez toi pour que tu me l'aies envoyé. Je suis content de l'avoir maintenant. Et encore merci. Et voilà, je peux que conseiller Braveheart en 4K. Et le son, voilà, il n'y a rien à dire. Il était parfait. Oui, on a du Atmos. Donc voilà, en tout cas, voilà, le son était magnifique. Hein. Et la musique ressortait super bien, la musique de James Horner, qui était qui annonçait ce qu'il allait faire pour Titanic. Hein. Pour le coup, les musiques, c'est quasiment les mêmes avec la cornemuse et tout, c'est quasiment les mêmes que dans Titanic. C'était un petit peu entraîné sur Braveheart, hein, je crois. Et la musique ressort super bien, voilà. C'est un top démo du 4K, le film est excellent, et pour le coup, le 4K lui rend extrêmement hommage. Ah, il y a un film que je vous avais déjà parlé, je vais en parler brièvement, parce que pour le coup, je l'ai déjà montré, et j'ai déjà parlé un petit peu du film. J'avais une belle édition qui m'avait été offerte pour la Saint-Valentin par mon épouse. C'était un beau steelbook où il y avait le 4K dedans, mais je ne pouvais pas lire le 4K à l'époque. Et depuis, je l'ai vu, le 4K. C'est Flash Gordon. Flash Gordon, j'ai ce beau steelbook de Flash Gordon. Et dedans, voilà, j'avais le Blu-ray normal, le Blu-ray de bonus et le Blu-ray 4K. Le Blu-ray 4K que je gardais religieusement en attendant de pouvoir le voir. Pour le coup, c'était un Blu-ray 4K qui est en Dolby Vision. Le Dolby Vision, il est nickel du début à la fin, il est parfait. Et pour le coup, Flash Gordon, il était déjà beau en Blu-ray, mais là, voilà, il passe un gap en Blu-ray 4K parce que c'est un film qui est extrêmement coloré et qui a des brillances extrêmes aussi, parce qu'il y a des personnages qui ont des armures tout en or, et plein de trucs qui brillent de partout, et là, les brillances sont beaucoup plus fades sur le Blu-ray normal. Là, sur le Blu-ray 4K, les chromes, tout ça ces choses-là, ça ressort énormément avec le HDR. Et voilà, le respect des couleurs est toujours nickel, le grain est bien compressé, tout ça, donc c'est toujours un peu les mêmes qualités. Hein. Je ne vais pas me répéter sans arrêt sur les Blu-ray 4K, mais c'est souvent sur ces points-là qu'on peut avoir quelque chose de mieux. Et là, pour le coup, voilà, l'image de Flash Gordon était magnifique. C'était vraiment superbe à voir en 4K HDR, notamment pour ces couleurs qui ressortaient vraiment bien. C'est quand même un bel upgrade selon moi dans le 4K. Donc voilà, Flash Gordon en 4K, évidemment, ça en est un que je vous conseille, hein, si vous commencez votre collection 4K. Celui-là, j'avais oublié de le montrer, hein, mais il est superbe. Et pareil, il y en avait deux que j'avais déjà en 4K. Je les avais en 4K parce que c'était le seul moyen de les avoir. En fait, ils n'existent que en édition avec le 4K et le Blu-ray normal. Et c'est chez un petit éditeur. Alors, c'est des films que j'aimerais vous présenter, mais là, comme la vidéo est déjà très longue, parce que je vais faire une vidéo sur le réalisateur en question, donc j'aimerais vous les présenter en vous racontant l'histoire et tout ça. Mais je vous les montre déjà pour vous montrer à quoi ressemblent les éditions. Parce que là, je suis sur le 4K et je trouve que c'est des 4K qui valent le coup. Et je vous encourage énormément. Et ça fait un moment que je veux faire une vidéo pour parler d'eux parce que c'est un petit éditeur qui est super sympa. C'est Extra Lucid Film. Extra Lucid Film, c'est vraiment un tout petit éditeur. Hein. C'est un gars et une meuf qui ont une boîte d'édition, qui rachètent de temps en temps des masters, tout, et qui sortent des éditions sur lesquelles ils s'appliquent vraiment beaucoup. Pour le coup, ils créent aussi des bonus. Hein. Ils ont été interviewés le réalisateur pour pouvoir lui poser plusieurs questions. Il y a, sur les différentes éditions de ce qu'ils ont sorti de ce réalisateur-là, il y a plus d'1h30 d'interviews nouvelles qui ont été faites sur le réalisateur. Ce réalisateur, vous m'avez déjà entendu prononcer son nom plusieurs fois, hein, je vais finir par la faire, ma vidéo sur lui. C'est Alex de la Iglesia. Les deux éditions 4K que je vais vous présenter, là, c'est le Perdita Durango et Le Jour de la Bête. Vous pouvez les commander chez Extra Lucid Film. Je vous conseille de les soutenir hein, parce que pour le coup, je crois qu'ils valaient un petit peu moins cher quand on les précommandait. Donc là, le prix remonte un petit peu. C'est des éditions qui sont un petit peu onéreuses quand même parce qu'il faut savoir que c'est un tout petit éditeur. Mais voilà, je vais vous montrer ce qu'on a pour le prix.
C'est quand même des éditions qui sont assez jolies. Et vous avez voilà, un visuel, c'est des digipacks, vous avez l'affiche originale. Alors je sais pas si ça c'est une autre affiche originale pour le coup, mais c'est toujours joli d'avoir ça. Vous avez le Blu-ray normal et le Blu-ray 4K. Et là, pour le coup, pour le jour de la bête, je trouve que le Master 4K est quand même bien meilleur que le Master Blu-ray. Ça sert à rien que je vous dise, là, pour le coup, que je vous parle d'upgrade, parce que il y a très peu de moyens de l'avoir, ce film. En Blu-ray, il existe, hein, mais je le trouvais nulle part. Il y a eu une édition espagnole, je crois, où il n'y a pas forcément les bons sous-titres. Il est introuvable en France depuis longtemps en Blu-ray, donc de toute façon, c'était la galère pour le trouver, donc vous n'avez pas beaucoup de choix que de prendre cette édition-là, où vous aurez de toute façon le 4K. Donc ça sert à rien que je vous dise si ça vaut le coup de brader, ça vaut évidemment le coup d'acheter ce film qui est génial, Le Jour de la Bête, j'en parlerai plus dans une vidéo dédiée sur Alex de la Iglesia. Le grain de la pellicule, la compression, l'étalonnage, tout est nickel. Et d'ailleurs, il y avait même des scènes dans le Blu-ray, parce que moi je l'ai regardé d'abord en Blu-ray, parce que j'avais pas encore de lecteur 4K, et j'ai revu plusieurs scènes en 4K. Il y a à la toute fin, les scènes qui étaient faites sur fond vert, où je veux pas trop spoiler, mais à la fin il y a certaines scènes en haut d'un bâtiment où il y a un ciel rouge et tout ça, et elles étaient un peu dégueulasses sur le Blu-ray, hein. Et elles passent beaucoup mieux. Alors elles restent en moins bonne définition, parce que je pense que les effets spéciaux ont été faits dans une résolution inférieure, donc tout ce qui est incrustation sur un fond bleu, notamment quand ils escaladent le bâtiment avec la grosse enseigne Schweppes, là, ces scènes-là sont un peu plus floues. Tout ce qui utilisait des effets spéciaux d'incrustation fond vert, je pense que ça n'a pas été en aussi bonne qualité de la captation à l'époque. Je ne sais pas exactement comment ils ont géré l'incrustation du fond vert, mais voilà, on sent qu'il y a une baisse de définition dans ces moments-là. Toutes ces scènes-là, sur le Blu-ray, elles étaient presque pixelisées, je dirais. Il y a quelque chose qui n'allait pas. À la fin, les couleurs, ça ne va pas. Et le 4K corrige ça. Alors, on voit une différence de qualité entre les scènes avec effets spéciaux et les scènes sans effets spéciaux quand même, mais c'est beaucoup plus beau. La copie est très propre. Et voilà, celui-là, en 4K, Le Jour de la Bête. Je reviendrai sur le film parce qu'il y a beaucoup à dire sur le scénario, sur les thèmes de Alex de la Iglesia. Mais je prévois quand même une vidéo dédiée parce que j'ai au moins 6 ou 7 films de lui à évoquer. Donc là, je vous montrais les deux que j'ai de lui qui sont en 4K. Et j'ai également donc Perdita Durango, chez le même éditeur, donc chez Extra Lucid Film. Perdita Durango, qui est une sorte de Devil's Reject avant l'heure. Il y a un côté également true romance, hein, cette espèce de road movie avec deux tarés auxquels on s'attache malgré les horreurs qu'ils commettent. Donc c'est en ça que c'est un peu un mariage effectivement entre un Sailor et Lula, true romance, ce genre de road movie romantique, mais effectivement avec des personnages qui sont horribles et qu'on essaye de rendre sympathiques. Et ça, c'était précurseur de ce qu'on voit chez Rob Zombie notamment. Et Perdita Durango, c'est du même auteur que Sailor et Lula. D'ailleurs, Perdita Durango est un personnage qui est dans le film de David Lynch, Sailor et Lula. C'est pas joué par la même actrice, mais c'est un personnage qui y était déjà. Et voilà, il y a cette édition aussi chez Extra Lucid Film, dans le même format, c'est-à-dire que vous avez deux visuels comme ça à l'intérieur, plus les deux disques. Et pareil, hein, avec des interviews exclusives d'Alex de la Iglesia. Là, le 4K, je n'ai pas été soufflé par la qualité du 4K de Perdita Durango. En termes de définition, c'est pas extrême. C'est un petit peu au-dessus, mais c'est pas extrême. Mais par contre, c'est vrai que j'ai remis le Blu-ray derrière, je me suis dit, ah ouais, par contre, c'est vrai que la colorimétrie, elle est quand même beaucoup plus réussie sur le 4K. Ne serait-ce que la scène du tout début, on voit que la colorimétrie est totalement différente entre le 4K et le Blu-ray. Là, c'est vraiment là-dessus que ça va jouer sur Perdita Durango. Parce que la scène tout début, elle est jaune pisse un petit peu sur le Blu-ray, alors qu'elle a des belles teintes orangées sur le 4K, donc on voit tout de suite que les deux images sont très très différentes en termes de couleurs. Et il y a plein de scènes comme ça, où en fait, on a effectivement beaucoup moins dans cette colorimétrie 4K, cet effet, comme je vous disais, d'un filtre entier sur l'image. Et notamment une scène avec une grange, avec les flics qui débarquent et tout ça. Et cette scène-là, dans le Blu-ray, toute l'image est orange. On dirait du noir et blanc orange, quoi, sur le Blu-ray. Alors que sur le 4K, on a beaucoup plus de teintes différentes, c'est-à-dire qu'il y a les choses qui doivent être orange sont oranges, mais les voitures, par exemple, s'il y a une voiture qui est verte, elle est pas orange, quoi. Donc il y a carrément des couleurs totalement différentes. Le Blu-ray 4K a préservé beaucoup plus les couleurs qui pouvaient y avoir, qui ont pu être captées. Donc il y a beaucoup moins cet effet d'une image qui a reçu un filtre par-dessus la gueule pour rehausser certaines choses. Au départ, c'est une image qui n'impressionne pas énormément, le 4K de Perdita Durango, mais au final, comparé au Blu-ray, on se rend compte que c'est quand même beaucoup mieux en termes de couleur et tout, donc ça reste un upgrade.
Et ça se voit beaucoup, hein. Pour le coup, hein, c'est très visible. Cela, je voulais vous les présenter, hein, je reviendrai dessus, hein, sur Alex de la Iglesia. Là, je vais vous montrer plutôt des choses que j'ai un petit peu customisées pour rajouter le 4K dans ma collection, parce que bah, des fois, c'est pas forcément la peine d'avoir les trucs en double avec le Blu-ray, le 4K, le machin, etc. Et il y a quelques bonnes affaires que j'ai fait, notamment en achetant que le disque. On peut parfois, ce que je pourrais vous conseiller, hein, notamment des fois sur Vinted par exemple, il y en a qui font ça, qui vous vendent que le disque 4K tout seul, dans un boîtier en plastique. C'est plus souvent l'inverse, malheureusement, qu'on a. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui vendent le 4K et qui disent « Ah, attention, il n'y a pas le 4K dedans, il n'y a que le Blu-ray. » Ça, je sais qu'il y en a même certains d'entre vous qui le font. C'est chiant quand même, parce que le problème que ça fait, vous vous rendez pas compte qu'à long terme, c'est casse-couille ça, parce que déjà, quand on cherche des 4K, on tombe sur ces éditions, on se dit « Ah, le prix il est bien », et puis à chaque fois qu'on vérifie « Ah bah non, il n'y a pas le Blu-ray 4K, il n'y a que le Blu-ray normal. » C'est déjà un peu lourd, ça rend un peu lourd la recherche de films en 4K d'occasion. Mais en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces films-là, ils vont se retrouver sur le marché de l'occasion avec la jaquette 4K, tout ça, et on va se faire niquer plein de fois. Et là, je sais qu'il y a notre ami Cazazel qui s'est fait niquer en les commandant sur Internet. Il avait commandé plusieurs 4K, il a reçu, il n'y avait que le Blu-ray normal, il n'y avait pas de 4K dedans, parce que il y a plein de sites Internet d'occasion qui scannent juste le code barre, et puis qui le foutent en vente. Et s'il y a la jaquette du 4K et qu'il n'y a pas le 4K dedans, et ben ça va être vendu comme étant le 4K, il y a plein de gens qui vont se faire arnaquer en l'achetant. Donc, j'ai envie de dire, essayez d'arrêter de vendre vos Blu-ray à part. Je sais bien, ça fait du gâchis de les foutre à la poubelle, mais donnez-les à des amis, des choses comme ça, quoi. Gardez les jaquettes, parce que les jaquettes 4K, ça va induire en erreur plein de gens qui vont les acheter après sur le marché de l'occasion. Mais bon, voilà, petit coup de gueule passé. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Ça peut effectivement rembourser le fait de faire un upgrade, mais moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, de vendre le Blu-ray. J'en ai plusieurs là que j'ai à donner justement à ma famille, que je donne ça dans des boîtiers cristal, tout ça, pour qu'ils aient quand même le Blu-ray. Et donc, parfois, oui, ça peut valoir le coup de n'acheter que le disque tout seul. Et ça, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois. Notamment, ce que j'avais fait, il y avait un gars qui vendait sur Vinted juste les disques de ça, chapitre 1 et 2. Et il les vendait à 3 € pièce, le 4K. Bon, après, il faut rajouter, mais je crois que c'était pendant qu'il y avait les frais de port qui étaient gratuits, si on mettait dans la bonne catégorie. Donc je crois que ça m'est revenu à 7 € les deux 4K de ça, partie 1 et 2. Et ça, pour le coup, j'avais apprécié. Alors ça, c'est les boîtes que j'avais de base. Je les avais achetées d'occasion sur Momox, les Blu-ray normaux. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré le DVD. J'ai viré le DVD que j'avais du film, et puis j'ai rajouté le disque 4K que j'ai reçu dedans. Donc là, maintenant, ça me fait une édition où il y a la 4K. Donc bon, évidemment, là, c'est pas marqué sur le boîtier qu'il y a la 4K, tout ça, mais moi, je le sais, donc je m'en fous. Et pareil, voilà. Bon, faudra que je trouve un boîtier 3 disques, hein, parce que celui-là, il se balade un peu, parce que j'ai voulu garder, parce qu'il y a un Blu-ray de bonus, et il y avait le Blu-ray normal, et bah, j'ai rajouté aussi le Blu-ray 4K, voilà, que j'ai acheté. Je trouverai un boîtier 3 disques. Il y a des boîtiers 3 disques qui sont un petit peu plus épais, pour faire rentrer le petit volet intermédiaire, et le problème, c'est que la jaquette, c'est pas la bonne largeur de tranche. Donc voilà, pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Mais voilà, donc ceux-là, je les ai upgradés. Ça, chapitre 1 et 2, je les ai upgradés en 4K. Alors, le premier étant Dolby Vision et le deuxième étant HD. Alors, il me semble que c'est en HDR10+. Je crois que ça doit être le seul que j'ai en HDR10+, qui est un peu l'équivalent du Dolby Vision chez HDR. Donc, c'est à peu près la même chose. Alors là, on a affaire, pour ça, chapitre 1 et 2, on a affaire à des 4K qui sont des 2K upscalés. Hein, donc, le gain en termes de définition n'est pas spectaculaire. Cela dit, c'est des films qui étaient quand même avec un très beau master de toute façon de base. L'upscale est propre, on ne se rend presque pas compte que ce n'est pas du vrai 4K natif. Évidemment, les Blu-ray de base sont déjà très beaux. Alors, je dirais pas que c'est la même chose, hein. Il y a des gens qui disent ah, c'est un Blu-ray 2K de l'upscalé en 4K, ça va être pareil qu'un Blu-ray 2K upscalé en 4K. Non, c'est pas vrai. Il faut savoir un truc, c'est la compression, elle est quand même meilleure sur le 4K. Donc malgré tout, même si vous ne gagnez pas en termes de précision, vous allez quand même avoir une compression qui va être meilleure, même si ce n'est qu'un upscale 2K. Donc il y a quand même un petit plus malgré tout dans l'image, quand bien même ce soit une image upscalée. Mais le gros apport pour ça, c'est particulièrement la gestion du HDR. Là, pour le coup, il y a des scènes très sombres, notamment à la fin du 1, dans les égouts, des scènes où c'est le noir complet autour des personnages, et pourtant on les voit bien, et on voit bien des noirs bien profonds. Donc on a des très très beaux noirs, très profonds sur le film, qui sont très appréciables. Et pareil sur ça, chapitre 2, la scène au tout début, avec les manèges, tout ce qui est lumière électrique et tout ça, je vous avais déjà dit, hein, pour Blade Runner et tout ça, tout ce qui est néon et tout, ça ressort beaucoup mieux. Et voilà, toutes ces couleurs, toutes ces lumières sont meilleures dans le HDR. Donc le HDR et le Dolby Vision de ça, chapitre 1 et 2, sont très bons. Donc rien que pour ça, je vous conseillerais l'upgrade. C'est quand même un cran au-dessus si vous avez aimé.
Et bon, moi, au prix, hein, à 3 € pièce, je me suis pas gêné pour les upgrader. Comme je vous dis, hein, ça peut être une astuce, hein, des fois, d'acheter juste un disque. Et ça m'est arrivé hein, d'avoir des fois un Blu-ray tout seul ou un 4K tout seul. Je vais vous montrer d'autres exemples, notamment pour Seul sur Mars. Alors, j'ai pas le boîtier noir, je l'avais, hein, le boîtier noir, mais là, c'est parce qu'il faut que je retrouve un qui soit 2 disques. Je verrai plus tard. Là, ce que j'avais fait, là, celui-là, je l'avais acheté sur Momox, le Blu-ray 4K de Seul sur Mars. Il coûtait à que dalle. Je sais pas, il y a eu un problème en termes de référencement. Il était à 3,50 €, un truc comme ça, 3,50 € ou 4 €, le Blu-ray 4K de Seul sur Mars. Et j'avais acheté ça bien avant d'avoir de la 4K. Et je m'étais dit, bah, je vais prendre tout de suite. De toute façon, je regarderai le Blu-ray en attendant. Et puis, voilà, quoi. Mais j'ai reçu le Blu-ray 4K, mais il n'y avait pas le Blu-ray. Il y avait que le Blu-ray 4K. Et j'étais comme un con, je dis, bah ouais, mais je peux pas lire de Blu-ray 4K pour l'instant, je sais pas de quoi faire. J'avais racheté un Seul sur Mars en Blu-ray, à un prix similaire, donc en tout, j'en ai eu pour 6-7 balles, hein, les deux, hein, le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Et bah, j'ai composé mon truc, quoi. C'est-à-dire que dedans, bah, d'ailleurs, dedans, j'ai mis la pochette du Blu-ray, et là, il y a la pochette du Blu-ray 4K, donc il y a les deux pochettes. Et bah voilà, j'ai le Blu-ray 4K et le Blu-ray dedans. Donc je me suis fait une édition composite, on va dire. Alors, Seul sur Mars, je l'avais vu donc en normal. Je l'ai réessayé un petit peu en 4K. L'image de Seul sur Mars, elle est super belle aussi en 4K. Hein. Là, pour le coup, c'est encore une fois... je pense qu'il y a un gain en définition. Là, je ne sais pas si c'est véritablement un véritable 4K. Dites-moi, je n'ai pas trop creusé là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui m'avait impressionné, c'était le Dolby Vision. Parce que là, pour le coup, on est aussi sur un film qui va avoir des couleurs, des tons sur Mars qui vont être très... toutes les teintes orangées, toutes les teintes jaunes. Ça va faire un petit peu comme pour Dune ou pour Total Recall. Même si voilà, c'est pas Total Recall est plus dans les rouges, Dune est plus dans les jaunes, voilà, celui-là est peut-être un petit peu entre les deux. Ces teintes très colorées, elles ressortent vachement bien, et j'ai vu aussi la différence sur tout ce qui est les équipements, les panneaux solaires, les machins, toutes les choses métalliques ressortent beaucoup mieux dessus. Donc, de toute façon, voilà, il est beaucoup plus beau. Et mais celui-là, voilà, c'en est un que j'avais acheté en 4K avant de pouvoir le lire, et j'étais déçu presque à l'époque. Je me suis dit, ah putain, je peux même pas le lire. Je suis content finalement de l'avoir eu aussi peu cher, Seul sur Mars. Donc voilà, c'en est un que je vous conseillerais. Hein, pareil, j'ai trouvé nickel en 4K. Mais effectivement, hein, maintenant on voit, j'avais pas bien fait gaffe, mais il y avait que le Blu-ray 4K effectivement de cette édition. Donc il m'avait même pas escroqué. Hein. C'était une édition qui ne contenait que le film en 4K. Je pensais qu'il y avait toujours le Blu-ray en plus du Blu-ray 4K, mais c'était pas toujours le cas. Et d'ailleurs, j'en ai un autre, j'ai trouvé à 2,50 € le 4K dans un Easy Cash. Là, c'est Pineapple Express. Alors, c'est Délire Express. Il n'y avait que le 4K, donc je pense que c'est pour ça que ça ne se vendait pas, parce qu'il n'y avait pas le Blu-ray avec, c'était que le 4K tout seul. Mais 2,50 €, n'importe quoi. J'ai composé mon propre truc. Donc là, pour le coup, j'avais la jaquette. Bah, elle est encore une fois derrière, hein, la jaquette 4K. Moi, j'avais déjà cette édition-là. Finalement, j'ai fait ma propre édition. Donc là, je tiens le disque parce que ça, c'est la copie digitale. Je sais pas pourquoi je garde ça. Juste pour la sérigraphie, mais on s'en bat les couilles. En fait, c'est là le Blu-ray. C'est là le Blu-ray 4K. Pourquoi je garde quand même tout ça? Alors, l'image, elle est plus belle, hein, notamment dans les tons sombres. Hein, tout ce qui est scène de nuit, c'est généralement là qu'on voit la grosse différence. On va dire c'est sur les teintes les plus claires, les teintes les plus sombres. Alors, en termes de définition, j'ai pas remarqué trop. Je pense qu'il y a un petit gain quand même. Je crois que c'est un véritable 4K également. Mais c'est principalement le HDR qui apporte. Et surtout, voilà, à 2,50 €, la question s'est même pas posée, je l'ai pris tout de suite. Au départ, je voulais limite le revendre, en fait. Parce que je me disais, bon, je l'ai déjà en Blu-ray. S'il n'y a aucune différence, je le revends, et puis je vais me faire un petit billet dessus, quoi. Je le mets à 10 balles, et puis j'avais des remords de faire ça. J'aime pas revendre plus cher un truc que j'ai acheté. J'aime pas cette pratique, je la condamne, donc c'est pas pour le faire moi-même. Donc déjà, voilà, je l'ai fait. Je me suis dit ça uniquement pour me pousser à le prendre, parce que ça faisait 2 fois que je passais devant à 2,50 € et j'y repensais dans la bagnole, je me disais, merde, 2,50 € un 4K, c'est rien du tout, je devrais le prendre quand même. Et finalement, il est quand même plus beau que le Blu-ray, donc je vais le garder. Par contre, ce n'est pas la version unrated. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une question de censure, parce que finalement, les scènes les plus trash, ils sont dans les deux. C'est des dialogues alternatifs. C'est une version alternative, on va dire. Ça arrive souvent pour les comédies. Hein. Il y a des prises qui sont légèrement différentes, tout ça. Donc la version unrated, elle est sur le Blu-ray, mais elle n'est pas sur le 4K. Et c'était aussi un Blu-ray 4K qui ne contenait pas le Blu-ray. Je sais pas si on le voit par transparence, mais il y avait marqué juste sur la bande grise où vous avez tout le temps marqué Blu-ray plus 4K plus 4K plus Blu-ray plus machin. Là, il y avait juste marqué 4K. Il n'y avait pas la unrated, donc bon, je me suis fait cette petite édition custom. Donc voilà, 2,50 Pineapple Express, une petite comédie sympathique hein, avec Seth Rogen.
et puis James Franco. C'est pas un film que je voulais à tout prix upgrader en termes de qualité. Allez, à 2,50, ça restera un visionnage plus agréable en 4K. Les différences avec la Unrated ne sont pas suffisamment énormes pour que je me passe de la 4K uniquement pour les deux scènes légèrement différentes. Là, pour le coup, je regarderai la version cinéma. Dans le même magasin, j'ai trouvé un Blu-ray 4K qui était à 7 euros. Alors là, on me dit, j'en ai parlé sur le Discord, on me dit, mais non, il est bientôt Easy Cash. Moi, ils sont que à 15 balles dans mon Easy Cash, les 4K. Oui, généralement, ouais, moi, les affaires, tout ça, quand je vais, ils les mettent plus cher qu'Amazon, en fait. Ils les mettent à 15 balles de case, les 4K. Mais au final, ils n'arrivent pas à les vendre, j'ai l'impression, là où je suis. Ils n'arrivent pas à en vendre tant que ça. Ça ne doit pas intéresser grand monde. Ils les mettent d'abord à 15 balles, puis après, ils refoutent un sticker à 10 balles. Puis après, si ça se vend pas, ils refoutent un sticker à 7 balles. C'est comme ça que j'avais déjà eu Hook en 4K dans ce même magasin. Et après, ils vont comme pour Pineapple Express, et ils descendent jusqu'à 2,50 € parce que personne ne l'a acheté. Donc, il y a certains 4K qui ne se vendent pas du tout. C'est un peu étonnant, mais bon, voilà. Et j'ai trouvé donc E.T. à 7 €. J'avais véritablement la jaquette, la boîte et tout. Là, pour le coup, c'était. Je vous montre la jaquette, je l'ai gardée à part. J'ai plié ça comme un sac. Mais, comme j'avais un beau steelbook, et ben je l'ai quand même mis dans mon beau steelbook. C'est quand même plus beau qu'un Amaret, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai le 4K ici, j'ai le Blu-ray là, et puis j'ai mis la pochette quand même dedans, comme ça pour garder quand même. Et donc le E.T., je l'ai dans mon steelbook, et voilà, il m'est revenu à 7 €. Alors le steelbook, je l'avais déjà d'avant. D'ailleurs, E.T., j'avais déjà aussi le DVD à l'époque, et je vous montre un peu le DVD. Le DVD était joli aussi. Hein. Le steelbook est beau, mais regardez, je vous montre un petit peu hein, le digipack de l'époque. Voilà. Et voilà, c'était sympa, hein, ces petites frises comme ça. C'est vrai que moi, ça me manque un peu qu'ils fassent pas plus souvent des petits digipacks. Il y en a de temps en temps, mais voilà, j'en trouve un petit peu moins souvent. Mais voilà, ce steelbook-là était déjà très joli, regardez, même derrière. Il n'y avait pas une surabondance de texte, c'était un beau petit visuel avec un côté argenté sympathique. J'avais déjà ce steelbook-là, donc plutôt que de m'encombrer avec des amarrés en plus, voilà, je garde la boîte pour remplacer une boîte 4K cassée que j'aurais, et je le fous dedans, c'est très bien. Donc E.T., que je l'ai pas, alors je l'ai pas encore revu, mais je regrette pas du tout de l'avoir pris en 4K parce que il était déjà très très beau en Blu-ray, hein, ils avaient déjà fait un boulot de remasterisation de dingue, mais les scènes très sombres, elles sont magnifiques là en 4K. Alors j'ai pas fait la comparaison avec comment ils sont sur le Blu-ray, mais je m'attendais pas à ce qu'on voit vraiment effectivement des lumières éblouissantes du vaisseau de E.T., et puis les lampes torches dans la nuit, et puis la forêt très sombre et tout. La première scène, quand je l'ai vue en 4K, elle m'a impressionné, je l'ai trouvée magnifique, alors que je me rappelle pas l'avoir revu en Blu-ray. Pour le coup, je suis même pas sûr de l'avoir revu en Blu-ray depuis que je l'ai acheté, hein, je l'avais vu en DVD. J'avais déjà été un peu impressionné en mettant le master à l'époque où j'avais acheté ce steelbook, mais je l'avais pas revu le film. Mais là, voilà, les images sont parfaites, selon moi, dans les scènes sombres, ce qui n'est pas évident. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que, par contre, le problème, c'est que on voyait vraiment que E.T. était en caoutchouc. Il y a même des gens qui mettent des sales notes sur l'image en disant ouais, mais ouais, on voit trop, ça gâche l'effet du film, on voit qu'E.T. est en caoutchouc. Je sais pas quoi dire à ces gens-là. C'est quelque chose que je parlais en début de vidéo, mais ouais, mais à ce moment-là, c'est quoi la solution, quoi? C'est plisser les yeux. Alors si vous plissez les yeux, ah ouais, E.T. il est réaliste comme ça. Ah ouais, là ça va. Tu vois? Non, bah voilà, le film il est comme ça, il est comme ça. Et puis moi, ça me dérange pas de voir le caoutchouc. Ça me dérange beaucoup moins de voir le caoutchouc d'une créature que de voir des textures floues de la 3D. Ouais, comme je vous disais, ou de voir le celluloïd. Éventuellement, ce qui pourrait m'intéresser, qu'on puisse améliorer, parfois, c'est les incrustations en fond vert, les contours. Les contours autour des fonds verts, des fois, ils sont un peu dégueux. Les lisser un petit peu, les effacer un peu, tant qu'on garde l'impression du truc, juste effacer les défauts dans les contours d'une incrustation, ou les fils, voilà, ou les visages des cascadeurs, ce genre de choses. Ok, moi je suis pour les trucs. Pour l'image de synthèse, améliorer la texture, je serais pour aussi. Je serais pour améliorer les textures, améliorer l'éclairage, pas changer le modèle, hein, mais juste améliorer la texture et l'éclairage un petit peu, légèrement, en essayant de coller le plus possible à ce que c'était à la base.
mais que voilà, qu'il y ait pas que ça fasse pas criant, ok. Mais là, de toute façon, E.T., justement, il me semble qu'il y avait d'ailleurs eu une édition à un moment où ils avaient rajouté des images de synthèse dedans. Notamment, je pense, quand il est de loin sur le vélo, quoi que ce soit. Et ce n'est pas ça. L'édition 4K là, que j'ai là-dedans, c'est vraiment le film d'origine scanné. Il n'y a pas tous les ajouts bizarres, comme le fait de retirer les armes. Il y avait une scène où ils avaient retiré les armes dans l'image, et ils avaient rajouté E.T. en image synthèse à 2-3 endroits, machin. Ça, justement, ils n'ont pas fait. Donc, pour le coup, c'est le film tel qu'il était à la sortie au cinéma. Bon, des fois, le fait d'avoir une si belle colorimétrie, une si belle qualité d'image, eh ben, on voit un petit peu voilà, les effets qui peuvent parfois être un peu vieillots. J'ai envie de dire, le film il fonctionne de toute façon, donc c'est marrant de le voir, ça justement, c'est marrant de le voir aussi bien. Je suis pas pour qu'on dégrade l'image pour pas voir l'effet spécial. Après, est-ce qu'il y a des effets spéciaux qu'on peut légèrement retoucher par image de synthèse? Faut voir. Moi, je suis plutôt pour qu'on efface des petits artefacts, des petits machins, mais pas qu'on remplace un truc en caoutchouc par un truc en image de synthèse. Là, je suis pas pour. Je suis totalement contre. Je trouve ça dommage de critiquer le fait que l'image soit meilleure parce qu'elle dégrade les effets spéciaux pour le coup. Là, au contraire, moi je suis content de voir aussi bien ce magnifique animatronique. D'ailleurs, il y a des scènes, des gros plans, effectivement, où on voit que la texture est une texture de caoutchouc, mais on voit aussi qu'il y a plein de moteurs, machin, pour animer la pupille et tout, que c'est un superbe animatronique de toute façon, donc ça fait plaisir de le voir aussi bien. Donc voilà, E.T., je ne l'ai pas encore revu, mais de ce que j'ai zappé, c'est beau, et ça aide surtout sur les scènes sombres. Il y a pas mal de scènes sombres dans E.T. au final, donc pour le coup, c'est un film qui s'y prête beaucoup au 4K HDR, donc voilà, je suis content de l'avoir trouvé à 7 balles, et d'avoir un petit peu upgradé mon steelbook. Je vous avais déjà parlé du coffret Hitchcock. Le coffret Hitchcock, il existe aussi en 4K, mais le Père Noël qui me l'a offert ne savait pas que j'allais passer à la 4K. Je suis super content, ils sont déjà super beaux les masters comme ça. Et d'autant que ça m'a permis de me rendre compte que Fenêtre sur cour, je pense pas que je l'upgraderai en 4K parce qu'il est déjà très très beau comme ça. Il m'a plu tel quel. Les oiseaux aussi, hein, il est magnifique dans le coffret. J'ai pas l'impression que la 4K soit un énorme upgrade. Mais c'est surtout peut-être Vertigo, un de ces cas, je le prendrai en 4K. Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes qui ont un petit peu souffert dans Vertigo, dans le Blu-ray normal. Notamment à la fin, il y a des scènes un petit peu sombres où la compression, elle est pas ouf. Et j'en ai trouvé un. J'ai pu remplacer Psychose. Psychose, j'ai trouvé, encore une fois, comme je dis, que le disque. Quelqu'un qui vendait que le disque à 4 €. Donc c'est cool. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais un steelbook de Psychose. Et j'ai mis dans le steelbook de Psychose cette édition 4K que j'ai acheté, où j'ai acheté que le disque. Ça m'est arrivé dans un petit boîtier plastique avec que le disque à 4 balles. Donc c'est cool. Hein. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que Psychose, j'ai mis mon ancienne édition là, et puis voilà, j'ai l'autre édition Blu-ray là, et comme ça, dans mon coffret Alfred Hitchcock Blu-ray, j'ai que des Blu-ray normaux, j'ai pas le 4K, et dans mon steelbook, c'est le 4K. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai bidouillé, et j'ai pu revoir, j'ai revu Psychose. Je vais pas parler de Psychose, le film est parfait. Hein. Norman Bates était vraiment un casting génial, et moi j'adore aussi le fait que l'héroïne qu'on suive au début, après on suit d'autres personnages, tout ça. Voilà, je veux pas spoiler. Je veux pas spoiler Psychose. C'est un peu con de dire ça, parce que je pense que tout le monde devrait avoir vu Psychose. C'est vraiment un film qui est extraordinaire, il est parfait de bout en bout, et le 4K est magnifique. Moi, et alors, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Hein. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui aiment plus l'édition Blu-ray que l'édition 4K en termes d'image. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Je vous conseille d'aller voir sur Internet des comparatifs pour voir, et vous comprendrez d'où ça vient, ce qu'ils pensent. Vous mettez Psychose 4K test, et sur HD numérique, vous allez voir des petits comparatifs. Vous pourrez comparer l'image avec une petite glissière, vous verrez l'image du 4K, l'image du Blu-ray. Et il y a des gens, effectivement, qui trouvent le Blu-ray de base meilleur. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je préfère largement ce Master 4K, justement. Et c'était déjà parce que je n'étais pas d'accord avec ça que j'étais intéressé par le fait de le trouver, ce 4K. Donc j'ai eu de la chance de le trouver à 4 balles. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque où ils ont fait le Master qu'il y avait sur le Blu-ray, ils ont boosté un petit peu le contraste, et comme il y a un petit peu moins de détails dans le grain, le truc est un petit peu plus noir et blanc, j'ai envie de dire, et ils ont utilisé un rehaussement des contours. C'est-à-dire que, voilà, ça passe, ça se voit pas trop. Hein. J'avoue, effectivement, sur une vieille image noir et blanc, si vous boostez un petit peu les contrastes et que vous rehaussez les contours, vous avez l'impression d'avoir une image hyper nette. Mais en fait, c'est une netteté qui est factice.
Parce que quand on regarde, alors effectivement, de loin, ça fait illusion. Le Blu-ray normal de Psychose, de loin, ça fait illusion. On a vraiment l'impression qu'il est propre, qu'on pourra rien faire de plus. Voilà. Mais quand on regarde de près, on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est un petit peu factice. Qu'il y a un filtre de netteté qui est mis sur tout. En termes de grains, c'est compressé, pas ouf. En termes de contraste, ça a été un petit peu boosté. Et il n'y a pas beaucoup de nuances dans les gris. Et en fait, ce qui se passe avec le scan 4K de ce Blu-ray 4K de Psychose, c'est que on va récupérer un grain beaucoup plus fin et on va récupérer bien plus de nuances dans les gris. Et donc en fait, le film paraît plus gris. Il paraît beaucoup moins noir et blanc. Il y a toutes les teintes, toutes les nuances de gris. Il paraît pas forcément plus net, parce qu'à l'époque, il avait été rehaussé en termes de netteté, mais là non. Là, il n'est pas du tout rehaussé en termes de netteté. La netteté c'est une netteté qui est réelle. C'est véritablement, comme il y a beaucoup plus de grains, comme il y a beaucoup plus de détails partout, il est vraiment beaucoup plus détaillé. Et ben en fait, en vérité, il est beaucoup plus net. Quand on regarde de près, on voit beaucoup mieux tout, tous les détails de tout. Il y a beaucoup moins d'artefacts et tout, il est beaucoup moins dégueulasse de près que l'ancien. Mais ça ne saute pas aux yeux, il ne paraît pas immédiatement beaucoup plus net que l'autre, parce que c'est de la vraie netteté, c'est pas une netteté artificielle. Et ça, c'est un truc qui choque. Et il y a certains plans qui étaient dans des noirs et blancs très tranchés, hein, des choses très blancs, des choses très noires. Et là, il y a certains plans qui sont entre les deux, et c'est ça qui est cool. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le 4K de Psychose, c'est qu'il y a toutes les gammes de gris qu'on peut avoir dans un film en noir et blanc. Il y a des fois, dans un film en noir et blanc, dans les scènes de nuit, les blancs sont blancs, les noirs sont noirs, et on ne se rend pas forcément compte que c'est la nuit ou pas. Hein. On ne sent pas cette luminosité qui est plus basse, en fait. Et là, il y a véritablement, dans le 4K, grâce à toutes ces subtilités qu'on peut faire, hein, parce qu'on ne dit pas souvent, mais je l'avais déjà évoqué pour La Haine en noir et blanc, mais le HDR peut apporter énormément également sur du noir et blanc, parce qu'on a énormément de teintes très subtiles dans les blancs et dans les noirs et dans les gris, qui peuvent vraiment être préservées dans le HDR et qui sont un peu perdus dans un Blu-ray normal. On pourrait croire, bon, attendez, là, noir et blanc, voilà, il n'y a pas 50 milliards de couleurs. Pour le coup, il n'y a pas plus de couleurs dans un HDR noir et blanc. Eh ben, c'est faux. Il y a vraiment des noirs beaucoup plus noirs, notamment quand on voit les plans de la maison dans Psychose. Il y a une partie de la maison qui est totalement noire. Et ben, sur le Blu-ray, c'est légèrement grisâtre et on voit la compression. Là, c'est un noir profond sur le truc de la maison. Et certaines scènes, par exemple, qui vont être un petit peu de nuit, eh ben, on va sentir effectivement des niveaux de gris dans une luminosité plus basse, tout ça, mais avec plein de détails. Il va y avoir des blancs très blancs, mais ils vont être équilibrés dans l'image. C'est-à-dire que ça va pas être la moitié qui va être blanc et l'autre moitié qui va être noir. Ça va passer du gris, du noir, en passant par toutes les teintes de gris jusqu'au blanc le plus clair, mais de manière équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des blancs beaucoup moins brûlés à certains moments. Il y a beaucoup plus de détails, et notamment quand on voit par exemple, il y a certains plans, par exemple dans la cacaillerie, où on voit des objets métalliques, tout un tas de cuivre, et ces cuivres filmés en noir et blanc, on va voir une brillance dedans qu'on ne voyait pas du tout dans le noir et blanc d'un Blu-ray normal. Donc franchement, moi je préfère largement ce Blu-ray 4K, je l'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé que Psychose en 4K, le HDR était superbe, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, de premier abord, en regardant vite fait, on va pas voir cette différence, on va pas se rendre compte. Il y a un côté tape à l'œil au fait de rehausser les choses de manière artificielle, qui fait qu'il y a des gens, effectivement, comme je vous dis, hein, le 4K, je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est quelque chose de puriste. Ça s'adresse à des gens qui sont assez pointilleux sur l'image, et il y a parfois le fait de faire une image très pétante, avec des couleurs très vives et tout ça, ça va, comme je vous disais tout à l'heure pour Star Wars, il y a des gens sur lesquels ça va plus marcher d'avoir une image avec des couleurs plus vives que des couleurs cuivrées. Il y a des gens sur lesquels ça va plus marcher de gommer du grain que de garder le grain de la pellicule. Il y a des gens sur lesquels ça va plus marcher de rehausser les contours artificiellement que d'avoir la véritable netteté de la pellicule. Et donc le 4K, ça peut souvent permettre de se rapprocher d'une image la moins bidouillée. C'est pour ça que je voulais un petit peu revenir sur cette histoire de HDR, qui n'est pas un bidouillage de l'image, qui est vraiment une possibilité de travailler l'image. Ce n'est pas la même chose que de vraiment bidouiller une image. Tout ce qui est réduction de grains, rehaussement des contours, tout ça, ce genre de bidouille, moi je n'aime pas. Je vais finir, parce que Cazazel, il faut qu'on laisse ce débat sur le grain, parce que je crois que tu comprends toujours pas ce qu'on veut dire par là, ceux qui sont amateurs de grain. Ceux qui sont amateurs de grain, c'est pas qu'ils aiment l'effet du grain. Personne n'aime que une image elle fourmille de partout.
Non, on n'est pas dingue. Ce qu'on veut, quand on voit le grain, c'est que ça montre qu'on n'a pas bidouillé l'image pour la rehausser artificiellement, pour faire des détails qui sont faux. Quand on a une image qui est filmée sur une pellicule et qu'elle est granuleuse, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on arrive à garder tel qu'on l'a filmé et on fait en sorte de préserver au maximum la qualité pour que ce soit le moins dégueulasse possible. C'est-à-dire que on la compresse super bien, on scanne ça super fin, et on étalonne ça bien pour que l'image soit le plus fidèle à ce qu'on a filmé. Et dans ces cas-là, on voit le grain. Et on est content de voir le grain parce qu'on sait que cette image, elle est au plus belle qu'elle puisse être, sans être bidouillée. Et l'autre solution, c'est de foutre du DNR dessus, c'est-à-dire de lisser tout ce grain, et après, on obtient une image floue. Et comment on fait quand on obtient une image floue? Hop, on rebooste un petit peu avec un petit fil de netteté. Donc on a un truc qui va appliquer un masque de netteté sur le truc et qui va faire ressortir les cheveux, les machins, etc. Mais de manière artificielle, et on voit cette différence. Et là, je vous encourage à comparer les images de Psychose, justement, pour comprendre quelle est cette différence. On voit cette différence entre une image qui a été retravaillée par ordinateur, sa netteté a été retravaillée par ordinateur, et des détails qui sont retrouvés parce qu'on a scanné la pellicule de manière plus précise. Ce n'est pas du tout le même rendu, c'est beaucoup plus beau, on a un effet beaucoup plus duveteux aux cheveux, tout en ayant du détail. On n'a pas un côté très tranché à la serpe. Et ça, les textures des choses, les textures des tissus, tout ça, ressortent beaucoup mieux sur un 4K qui n'est pas bidouillé, dans lequel on a préservé au maximum le grain sans essayer de faire des effets à la con. On a des textures qui sont beaucoup mieux grâce à ce grain. Et donc, personne n'a envie qu'il y en ait plus du grain. Effectivement, comme tu disais, Cazazel, tu parlais du début du James Bond. Eh ben oui, au début du James Bond qui est en 70 mm, l'image elle est plus belle et on voit moins de grain que les passages en 35 mm. Mais je pense que tout le monde préfère ça. Moi aussi qui aime le grain, qui aime que le grain soit préservé dans une image, je vais préférer une image 70 mm. Évidemment que c'est beaucoup plus beau. Évidemment qu'on voit beaucoup moins, que le grain est beaucoup plus fin parce que la pellicule, elle est elle est 4 fois même plus grande, hein, une diagonale 2 fois plus grande. Donc évidemment que l'image va être beaucoup plus belle. Il n'y a personne qui va te préférer une image 35 mm, peut-être qu'il y en a, mais évidemment, moins on voit le grain sur une image argentique, mieux c'est, si c'est effectivement des détails qu'on a réellement dans la pellicule. Mais si c'est quelque chose qui a été rebidouillé par ordinateur pour masquer la captation d'origine, pour essayer de faire des aplats qui ne sont pas réels, eh ben non, dans ces cas-là, je préfère qu'on garde le grain. Donc voilà, j'espère qu'on en reparlera peut-être là-dessus, mais j'espère que j'aurais pu être clair sur ce sujet-là. J'avais prévu éventuellement de parler de tous les 4K que j'attends, mais la vidéo est déjà tellement longue que je ferai ça pour une prochaine fois. Ou probablement pour un live, parce qu'il y a quelques 4K qui vont sortir qui m'intéressent. Voilà, j'en parlerai une prochaine fois. Merci d'avoir regardé, et puis je pense qu'on se retrouve la prochaine fois peut-être sur une vidéo qui parlera pas de 4K, qui parlera un peu d'autres choses que j'ai eues. Mais je referai d'autres épisodes sur la 4K parce que c'est la priorité dans mes achats de Blu-ray de support physique en ce moment, parce que voilà, ça m'intéresse bien d'aller plutôt dans la qualité, surtout que j'ai des trucs à rattraper. Il y a plein de films qui n'existent pas en 4K évidemment qui m'intéressent, donc cela aussi, mais voilà, comme j'ai un budget qui est limité, donc je concentre d'abord sur les films que je voulais rattraper dans une bonne qualité. Donc j'ai principalement eu de la 4K, c'est pour ça que je vous ai déjà fait un épisode 2. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Et puis on se revoit une prochaine fois, je pense pour un live la prochaine fois. Hein. D'ici là, gros bisous, à plus.